Solana va dépasser ETH en termes de capitalisation. Alors moi, il y a eu un gros nom. Donc autant être en avance, autant s'y préparer et le faire bien. C'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise régulation? FTX US est tombé alors que normalement c'était censé être régulé comme pas possible. Par contre, il finit en prison. Et dès que tu vas faire un truc, il te tape un peu ce que fait la France. Nous, on se fait arroser comparé à la FDJ. Ouais, tu vas juste envoyer les gens vers des endroits plus pourris, quoi. C'est tout ce qui se passe. Que grâce à toi, il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Romain V, founder de Safe Return. Et ce soir, c'est Blocks. Je travaille dans la recovery de wallet crypto. Concrètement, vous avez perdu votre seed phrase, vous avez perdu votre mot de passe. Je peux probablement vous aider à le retrouver. Voilà. Je suis ingénieur de formation. Une petite anecdote où j'ai perdu tous mes fonds sur FTX en novembre dernier. Et puis, il a fallu que je trouve une nouvelle activité. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un qui avait perdu un wallet, qui m'a donné l'idée de lancer ce projet. Et de fil en aiguille, j'ai créé Safe Return et j'ai aidé plusieurs clients à retrouver leur crypto perdu depuis 2011-2012. Laurie, enchanté, donc Laurie, cofondateur de Bounty. Nous, on est sur la gamification et la récompense de participation à des sondages. C'est quelque chose qui a fait toutes les boîtes, en fait. On était parti sur un sujet très différent à la base et avec des interviews auprès de boîtes, qu'elles soient Web3 ou Web2, CAC 40, startup, elles ont tous le même besoin, c'est connaître leurs utilisateurs, leurs clients. Et du coup, on s'est dit... Allons-y. Et le lien avec les cryptos, du coup, parce qu'on se voit tout le temps aux events. Tout à fait. Donc, alors, l'histoire est un peu longue, mais en soit, pour faire très short, j'étais frustré par tous les events crypto où tout le monde parle du Next Billion User, où les gens ont des textes super intéressantes, mais qui répondent pas toujours à un besoin. Et en fait, je me suis dit, même si tu arrives à avoir une UX qui est géniale, avec une super tech, si mon père l'utilise, ça lui changera pas forcément directement. Il y a un besoin d'éducation énorme. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres use cases qui pourraient être intéressants? Et la partie fidélité, engagement, il y avait des choses à faire. Donc, on a commencé à travailler dessus. Et tout en back-end, il y a des éléments, en effet, Web3 qui sont en place et d'autres qui sont en train d'être en préparation actuellement. On pourra en détailler un peu après. Ok. Et c'est quoi ton parcours pour en arriver là? Alors, moi, je suis également ingénieur Ok. automobile. J'étais dans les systèmes embarqués. Je travaillais 7 ans à l'étranger. Des tests de voitures sur circuit. Je mettais au point des voitures. Ok. Travail assez cool, très différent. Je m'intéressais au Web3, on va dire depuis 2016 à peu près. J'en ai entendu parler un peu avant, mais c'était vraiment le point. Et après cela, j'ai fait un MBA à HEC pour avoir une casquette business. Je voulais changer, je voulais faire autre chose de ma vie. Je voulais aller dans ce sujet-là, donc j'ai monté un club de blockchain à HEC. On a organisé 17 événements, 2 hackathons. Et finalement, j'ai commencé à travailler sur cette startup. Il y a quand même du coup de la récolte de données quand tu fais des voitures, j'imagine. Alors moi, je fais de l'analyse de data parce que je fais des tests subjectifs et objectifs. Objectif, tu as des capteurs qui viennent récupérer, par exemple, tes vitesses de roue, tes pressions dans les freins, etc. Et subjectif, c'est ton ressenti. Et je venais faire la collation. Ok, Donc, ressenti genre du pilote. Comment? Ressenti du pilote. C'est moi qui conduisais, qui faisais les tests, ouais. Ah, c'était toi ça le va. pilote? Pour quelle marque? C'était un équipementier, enfin pas un équipementier, on avait un circuit Ok. et venaient du coup des équipementiers comme du Bosch et compagnie, des constructeurs, ça pouvait être du minivan comme la super sportive. Et... Ok, donc t'envoyais de C'est tout sur circuit. c'est Tu varié. tapais dans tout, quoi. Ok. C'est ouf. Putain, C'est mais- différent. Faire des tours sur un circuit, quoi. Et il a changé de table. Ouais, il a Et changé j'ai- de fois pour toi. J'avais envie de m'acheter ces bagnoles un jour, tu vois. Ah, Oui. donc Donc là, très simple. Petite question fermée. Vous dites juste vrai ou faux. Il n'y a pas la réponse absolue. C'est surtout pour connaître votre avis sur des sujets. Et du coup, vrai ou faux, et après on débat. Ok. C'est bon? Let's go. Let's go. Qui c'est qui commence? On fait comme ça, tac, tac, tu On réponds. fait je compense et puis après, il continue. Une fois deux. Allez. Ok, ça marche. Alors, il est trop tard pour acheter du Bitcoin en 2024. Faux. Solana va dépasser ETH en termes de capitalisation. Faux. Faux. Les investissements crypto sont plus dangereux que les investissements en actions. Vrai. Ouais. Avoir un NFT pour remplacer un acte de propriété est une bonne idée. Bon, moi je dirais vrai. Vrai. Il m'a fait l'intérieur, mais vrai. Il n'y a que des geeks qui travaillent dans la blockchain. Faux. Faux. Il y en a beaucoup ici, mais. Pas tous ne comprennent pas, mais beaucoup de gens qui travaillent. On doit apprendre la blockchain à l'école. Oui. Vrai. Vrai. Les élections présidentielles devraient utiliser la blockchain pour garantir. Faux. Pardon, désolé, je t'ai trouvé. Mais faux. Non, Mais c'est ça. Ouais, je dirais vrai, tiens, juste pour le débat. C'est marrant. Ok. Les commus NFT sont meilleurs que les commus crypto. Ouf, faux. Il y a un soupir commun. Faux. Ah ouais? Quoique, attends. La commis Bored Ape, quand Ah même, non, c'est je dirais quelque vrai. chose, hein. Je dirais vrai. Ouais, Rappelle-toi toutes les soirées. on débattra après. Oui, Ah oui. pas que ça. Si- C'est pas le même objectif aussi. Les cryptos devraient être plus régulés. Faux. On va dire vrai.
Pour le débat. Le proof of stake est la meilleure alternative au proof of work. Vrai. Les stablecoins vont remplacer les monnaies fiduciaires. Faux. Certaines formes de stablecoin. Je dirais vrai. Tout le monde possédera des cryptos d'ici 10 ans. Ouais. Sans le savoir, mais ouais. Plutôt vrai, ouais, plutôt vrai. Et les DAO vont remplacer les structures des entreprises traditionnelles. Faux. Très bien. On est allé dans tous les sens. Il n'y a il y a aucun sens dans ce questionnaire. Il y a de quoi débattre de quoi. Il n'y a vraiment aucun sens dans ce questionnaire. T'as noté les questions Non, j'ai pas noté là où vous avez dit oui sur les élections. Et je crois que ça va être fait avec Cardano. On m'a dit que ça allait être fait. La blockchain Cardano en plus là. C'était la pire blockchain, désolé pour les. Non, mais t'inquiète, on est tous anti-Cardano. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit jeu après tout à l'heure pour les mettre en. C'est des fléchettes. Pour les mettre en valeur peut-être. Ouais, voilà. Donc, toi, t'as dit. On leur prend une par une, tu fais comment? Toi, t'as dit non. Moi, j'avais dit vrai pour les élections. Non, c'était déjà random, donc je reprends random. Les élections, j'ai dit vrai, moi. Justement, tu regardes les US, notamment les problèmes de comptage, etc. Si tu as un moyen derrière de sécuriser ou de suivre mieux la manière dont les votes sont mis en place. Ouais, moi je dis vrai aussi, enfin je vois pas pourquoi non. Moi c'est... Alors c'est une vidéo que j'avais vue d'un youtubeur anglais, je me souviens plus du nom. Mais en fait le problème c'est que dès que tu rends le vote trop facile, donc par exemple là, avoir une private key et signer une transaction sur la blockchain, c'est quand même assez facile à falsifier. Ou imagine tu veux vendre ton vote, quelqu'un t'achète ta private key 100 balles. C'est quand même plus facile à falsifier que de dire allez je vais payer tous ces mecs pour qu'ils aillent au bureau de mairie voter quoi. Donc je suis pro-tech sur tout, mais sur les élections je pense que c'est un truc où il faut que ça reste un petit peu chiant pour que s'il y a une fraude massive, même avec les technologies de blockchain, voilà, que si les mecs ils veulent juste vendre leur private key 100 balles, ben voilà, au moins ça, et si c'est différent de payer des mecs d'aller voter quoi. C'est pas parce que t'as de la blockchain que c'est pas chiant pour autant, ça veut pas dire que tu le fais depuis chez toi. Tu vas peut-être quand même te déplacer. Ah, bah alors si c'est comme ça, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, moi je pensais que c'était vraiment en mode t'as ton wallet, t'as ton téléphone et tout. Tu sais. Non, moi je suis assez low-tech en tout cas sur quelle élection. Non, une petite vérification quand même. Parce que plus tu rajoutes d'intérieur, plus tu as de chances que ce soit piratable, entre guillemets, enfin, ou de graisser des pattes, etc. Alors qu'un papier dans une urne et que. Ouais, c'est bien con. Et que t'as plein de mecs qui comptent, qui sont de différents partis, franchement. Moi, je suis assez low-tech sur ça aussi. Voilà, que sur ça. Après, sur tout le reste, tout ce qui est imposition, tout ce qui est truc, c'est une catastrophe. Mais ça, sur ça, c'est très bien. Ouais, mais sans tech, comme ça l'est aujourd'hui, on pourrait aussi se dire que c'est assez grugé dans un sens. Ouais. Alors que la blockchain, dans le principe, c'était de pouvoir voir. Après, t'as l'input humaine quand même derrière, donc voilà, t'as toujours un risque. C'est comme la traçabilité. Hein. Il faudrait que ce soit vraiment décentralisé de ouf. Quoi. Avec une carte d'identité. Ouais, voilà, c'est avec ça. ta... Bon, ouais. Il y a l'Estonie qui est intéressante pour ça. Ouais, ouais, DID. Il y a ça T'as la e-résidence déjà. Et ah, ok. Ouais. C'est vieux aussi, hein, je crois que c'est 2009 ou 2008, il y a eu un gros hacking au niveau du pays. Et en fait, en Estonie. Non. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. Ils ont commencé à mettre en place justement la DID et tout. Je crois que c'est la healthcare, la partie vote, la partie permis de conduire, etc. C'est assez foutu l'Estonie sur ça. Ouais, on a vu des trucs en France, ça passera pas. Hein, parce que nous, on est assez sauvages sur quelques trucs. C'est des gens qui respectent bien plus que nous, là, j'ai l'impression. Et compliant. Ouais, très compliant, l'Estonie. Solana va dépasser ETH en termes de capitalisation. Alors, toi, je crois qu'il y a eu un gros nom. Alors moi, il y a eu un gros nom parce que j'ai des copains qui sont pro Solana qui doivent peut-être me regarder. Non, en vrai, c'est tout simplement... Je pense pas qu'il y aura un roulement. La tech, aussi bien soit-elle, si ETH est premier avec ses plus grosses CVL, non, je pense pas qu'il y aura un roulement. En vrai, j'ai pas vraiment d'argument pour le coup, mais c'est plus un feeling, quoi. Je pense pas qu'il y aura un roulement où tout le monde ira sur Solana. Non, aussi sur le côté de décentralisation de Solana qui est ce qu'il est avec les serveurs AWS. Bon, ça s'améliore hein, avec la TVL qui augmente, il y a plus de moyens, mais non, pour le coup, j'y crois pas. Mais ça, finalement, ça, c'est qu'entre nous qu'on trash talk un peu, mais le end-user, il s'en fout. Hein, le end-user, il s'en fout complètement, je suis entièrement d'accord. Donc après, ça dépend, est-ce qu'on fait de la... Ça dépend, en fait. Là, j'ai vu, c'est Stripe, c'est ça, qui a publié une démo aujourd'hui. Oui, ils en ont parlé. Ou hier, aujourd'hui ou hier. Maintenant, Stripe, ça y est, accepte les USDC, tu cliques, tu ouvres ton Phantom, en 2 secondes, c'est plié. Voilà, il vient de niquer la news numéro 2. Ah, je suis désolé,
Non, mais tu Ouais. pourras en parler mieux que moi, mais non, pas convaincu, pas convaincu. Après, l'avenir me donnera peut-être tort. De toute façon, ETH, à part sous-performer depuis un an, je sais pas ce qu'il fait, mais à part ça, ça va. Hein. On s'est trollé en disant tant que Solana est up, il y a peut-être des chances, mais c'est pas dit. Mais je crois que tu trolles Ethereum aussi, c'est magnifique. Toi, t'avais dit oui. J'avais dit non, pareil. Ouais, il avait dit Les non. deux, Non, t'avais dit oui. Ah, j'ai dit oui. T'avais dit pour, Non, non, record. non, je sais pas. Mais c'est vrai Ça que dépend si c'est up ou down. c'est vrai que TH après apparaître les premiers, on n'a pas vu de. Bah, t'as le network effect par rapport à l'Ethereum. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Après, forcément, c'est vrai qu'au niveau utilisation, pour le end user, ben, On tamponne. Il veut un truc C'est qui est pas trop vite, évident. qui va vite, et voilà, c'est tout. Hein. Donc, un truc qui à ne voir. coûte pas cher, surtout pour certains. Si tu Après, veux vous, à titre perso, aujourd'hui, vous utilisez plus Solana ou ETH? Ah, voilà, c'est là où je me contredis. J'utilise plus Solana pour envoyer des USDC que ETH pour payer 20 balles de gas fees. Donc voilà, c'est à ce niveau que je me contredis. Après, est-ce que Vitalik va pas finir par pondre son upgrade et qu'on aura des low fees avec tous les trucs? Je sais pas. On verra. La promesse. Ouais, la promesse qui dure un petit peu. Éternellement. Un NFT pour remplacer un acte de propriété. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça bien, moi. Un truc inscrit dans la blockchain contre un bout de papier et une database du registre des notaires qui peut être piratée. Ouais, je pense que ça fait sens. Hein. Ouais, mais c'est comme on disait tout à l'heure, à quel moment il y a un mec qui s'est fait scam sa maison? Je crois pas que ça existe. Ouais, il y a les problèmes de. L'URSSAF. Là, c'est plus rapide pour Ouais, mais c'est récupérer pas la scam, ça propriété. s'appelle Au moins. réquisitionner dans ce cas-là. Ça n'a rien à voir. T'as besoin de te déplacer pour réquisitionner la maison. Je sais pas les squatters, comment ça marche du coup après. Ouais, ouais. Non. Après, est-ce que tout doit être sur la blockchain en vrai? Ah, mais c'est vrai que ça c'est pertinent parce qu'au finalement, les mecs ils les laissent dedans le temps de vérifier que c'est eux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vérifies une propriété par quoi? Parce que par tes factures EDF. Sauf que les mecs c'est ils vrai, rentrent c'est dedans, ça, quand même, hein. les mecs rentrent dedans, ils appellent EDF, ils font un nouveau contrat et en fait après tu as tout le débat et la dispute Ouais. qui dure pendant jusqu'à ce que C'est le par mec soit rapport à ça, expulsé. ouais, je crois que c'était juste l'incapacité d'expulser Ouais, moi je quelqu'un. croyais que c'était juste une loi Non, non, anti-expulsion. Au bout de 48 heures, tu Non. pouvais virer la personne, mais t'as pas forcément le temps de Non, non, changer. c'est le temps de débattre qui est le vrai propriétaire. D'accord, ouais. Putain, Du coup, c'est tu peux pas intéressant. l'expulser maintenant. Donc du coup, via le Ouais, NFT, c'est- là le mec tu lui dis tout de suite, tu lui dis Et ben c'est moi, regarde, check. Montre-moi ta Ah. ledger avec l'adresse là. voilà, On en tu parle. dégages. Ok. Tu peux te voler la maison facilement aussi. Ouais, Tu c'est peux vrai. perdre ta maison aussi. Ouais. Tu perds ta tes clés. ledger, tu perds ta maison. Et c'est là où tu rentres en jeu. Ah bah, ouais, pour le moment, je fais pas encore de recovery d'hacker, mais peut-être un jour. Non, mais si le wallet, si tu perds ta maison. Ah, si tu perds ta seed phrase de maison, t'es là, tu perds ta maison, tu perds ta seed phrase dans ta maison, ça fait chier. Hein. Ceux qui Voilà. paument tout le temps ses clés, tu sais. On doit apprendre la blockchain à l'école. Ça, c'était oui. Oui. Ça c'était oui. Les commus NFT sont meilleurs que les Ouais. commus crypto. Ouais. Moi, je suis en train de pencher en vrai. Hein. Vous vrai avez que- fait que des side events, que des events NFT ces derniers mois, donc c'est J'ai Ouais. envie de dire it depends. J'aime bien faire mon suisse en général, mais si tu réfléchis, communauté NFT, quel est le but derrière? Alors, dans les deux cas, tu auras du spéculateur, c'est sûr. acheter Les NFT, après, tu as souvent. Comment? un JPEG. Non, mais pour certains, en tout cas, tu as une certaine volonté de se dire on va faire bien plus, on va essayer de créer une communauté. Voilà, c'est la communauté que tu crées. Tu as pour but de changer quelque chose, d'apporter une valeur, d'échanger les uns les autres. Alors, ouais, il y a beaucoup de soirées aussi. C'est de se rassembler un peu et faire sentir que tu fais partie justement d'un ensemble. Crypto, Ouais, t'as un mix quoi. Il n'y a Non, pas des je- groupes Discord où on parle entre Avax ou entre Solana ou... Ou alors c'est Ça existe un One petit peu, mais pas Lambo trop, quoi. pas trop, Enfin, pas trop. Comparé au Discord NFT. Là, que t'as pas mal de gars qui ont levé des fonds et qui se discutaient, qui ont fait les cryptos, ils disent je refais plus jamais ça quoi. Les mecs ils ont mis quelques centaines d'euros, ils se prennent pour des investisseurs qui ont mis 100 000, à chaque fois ils critiquent ton business model, ils comprennent pas ce que tu fais mais et c'est frustrant quoi. Et, Ça, c'est- et du coup rien que pour ça, la communauté crypto, je pense que Mm. par rapport à ça, par rapport au nombre de cryptos énormes qu'il y a, hein, j'entends, après, t'as Bitcoin, t'as des maximalistes, etc. T'en as qui sont pour la tech et qui vont prêcher pour la tech, des fois que c'est très bien d'ailleurs aussi. Mais par rapport à la quantité de cryptos qui existent, la quantité de NFT qui existent, moi je penserais plus pour ça. Après, on peut aimer les deux aussi. Oui, bon, il y a du pour et du contre, il y a à boire et à manger. Hein, Les cryptos devraient être plus régulés. Toi, t'as dit oui. Ouais. Voilà. Vas-y, défends-toi. Défends-toi, t'es le seul ici à vouloir Ouais, ça. c'est- Défends-toi, mon C'est gars. pas que j'aime la régulation, mais après, ça dépend sur quoi ça peut aider. La régulation n'a pas que du mauvais déjà. Si on régule en France, par exemple, déjà, on gagne un certain terrain par rapport à d'autres pays derrière. Parce que finalement, tu auras quand même une régulation qui se fera par la suite. Mm. Tu as parlé tout à l'heure de le stablecoin qui va remplacer
les monnaies en général, bah, tu auras forcément du coup des régulations qui se mettront en place. Donc autant être en avance, autant s'y préparer et le faire bien. Après la régulation, ça a pour but aussi d'aider à l'adoption. Si tu régules, tu vas rassurer des gens, du coup les gens vont être un peu plus tranquilles sur ça. Alors, Oh. tout dépend. Je vais pas te couper, tout dépend. Enfin, je sais pas si t'es. Bon, je vais pas niquer d'autres news, pardon. Donc, tout dépend comment la régulation est faite. Ah bah ça oui. Et si c'est dans un but de tuer, comme c'est ce que c'est si bien faire la France et l'Europe, de tuer toute innovation pour que toute l'innovation se passe dans d'autres pays. Donc, tout dépend de comment elle est faite. Donc, la régulation bien faite, pourquoi pas. La régulation mal faite, moins bien. Parce que, en fait, pour moi, le mec qui veut gamble sa thune pour aller acheter la pre-sale d'Ansem ou je ne sais qui, et qui va donner 120 millions en Solana à un mec, tu pourras pas l'empêcher au niveau de la régulation de faire ça. Par contre, le mec qui veut investir dans des projets, comme font les US en fait, hein, le mec avec la restriction de certaines cryptos qui sont pas disponibles aux US. Enfin voilà, la régulation, je trouve qu'elle t'empêche quand même de faire... elle t'empêche pas de faire les grosses conneries, qui est d'investir dans des projets de scammers, faire des trucs comme ça. Mais par contre, elle va peut-être t'empêcher d'investir dans des bons projets, de faire par exemple, si tu veux trader, d'aller trader sur des trucs avec du levier. Enfin voilà, moi ce que je trouve qui est scandaleux, c'est on a le droit d'aller parier tout son argent au casino ou dans des paris sportifs, on a des pubs à la télé pour ça. Et par contre, on veut trader avec du levier, qui est un truc où... Bon, je dis pas que voilà, les stats de toute façon me donnent tort, il y a plus de gens qui perdent de l'argent que ceux qui en gagnent. Mais tu as toujours plus de sens en tradant avec du levier, no financial advice, que d'aller tout miser sur le rouge une fois au casino, quoi. Donc c'est pour ça que... De toute façon, les gens vont quand même aller le faire. Hein. Comme tu dis, soit dans un autre pays, ils vont juste aller le faire sur... soit sur une plateforme qui n'est pas régulée. Qui n'est pas régulée et qui du coup est peut-être pire. Ouais. Mais du coup, c'est là où tu as 2 points qui sont intéressants. Alors déjà, le côté de la régulation, les Français on s'est tiré une balle dans le pied avec Internet, hein, des années de ça. Toutes les innovations sont parties aux US. Mais c'est aussi qu'est-ce que tu régules? Est-ce que tu régules l'utilisateur final? Est-ce que tu régules les... on parle de CX, autre. Toi, tu parlais tout à l'heure de ce que tu as eu. Peut-être que si la régulation était un peu meilleure par rapport à ces entités, ça aurait peut-être évité les problèmes qu'on a eus. Non, en fait, par exemple, la fraude FTX, dans le cas d'FTX, il était meilleur pote avec Gary Gensler, donc c'est un peu ridicule. De toute façon, je pense qu'il y aura toujours... Enfin, il y a eu ces problèmes, je pense qu'il sera moins dans le fil du temps, mais une fraude un peu comme à la FTX, c'est quand même... voilà, quand le mec il va boire des coups avec tous les députés américains, c'est juste qu'il y a... Enfin, FTX US est tombé alors que normalement c'était censé être régulé comme pas possible. À partir du moment quand tu mens à tout le monde et que tu verses des pots de vin aux bonnes personnes, voilà. Mais tu vois, tu as dit que c'était censé être régulé, donc c'était pas régulé correctement. Ah non, mais alors oui, c'est censé être régulé. C'est ça. Mais donc tu te rends compte qu'ils ont même, ils empêchent les gens d'acheter les bonnes cryptos entre guillemets et de trader avec du levier. Mais par contre, quand c'est pour vérifier les échanges, voilà. Après de toute façon c'est un long débat et il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse. Non, il y a les bons et les mauvais régulateurs. Voilà, c'est ça, il y a les bons. Les bons régulateurs, ils régulent, les mauvais régulateurs, ils régulent. Mais il y en a un qui fait bien. La question, c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise régulation? Il faudrait voir avec un lawyer. Non, en vrai, moi j'ai un peu un début de réponse pour avoir essayé un peu de lancer des petits projets. Un mauvais régulateur, c'est celui qui te dit rien et dès que tu vas faire un truc, il te tape. En gros, c'est ça. Un peu ce que fait la France, d'une certaine manière. Et du coup, le bon régulateur, à l'inverse, ça serait quelqu'un qui fait pas grand-chose, oui, mais au moins quand tu fais un truc, il vient pas direct te stopper et te mettre une amende, quoi. C'est plus de comprendre et ça. Bon, après, j'ai pas trop d'exemples. On fait la Suisse un peu. Ouais, le mot comprendre est important en fait. Voilà, et je pense qu'en France, là, on a quand même des gens qui sont actifs, qui essaient de travailler là-dessus. On avait été à Bruxelles, il y avait eu un sommet là-bas justement sur le sujet de régulation. Et la France est quand même relativement présente et les acteurs, on les voit beaucoup à des événements, etc. Ils essaient de s'informer, de comprendre l'écosystème, comprendre qui sont les entrepreneurs, quels sont nos besoins. Et justement, c'est pas réguler juste pour dire je prends un truc à mon nom, mais c'est pour essayer aussi d'aller dans la bonne direction et d'aider à ce qu'on puisse entreprendre correctement et faire en sorte que même que la France soit attractive dans certains cas. On a quand même des grosses entités qui sont venues en France par rapport à ça. Hein. Après, il y a les deux points de vue. Il y a... t'as quand même Crypto.com, t'as Binance, etc. Il y a plein d'entreprises qui sont venues en France parce que... Ah, moi, je le vois pas comme ça. Il y a plein d'entreprises qui aiment la France parce qu'il y a plein de crypto boys, voilà, et qui viennent et il y a l'État qui leur fait une bonne poignée de main, qui leur tord la main, qui fait bon maintenant les gars vous êtes san dans 2 mois. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est lié à la régulation. Donc c'est lié à la régulation et qui leur tord bien la main et patati patata. Et puis vous envoyez les données à Bercy directement, comme ça le fisc ils les ont. Et voilà. Je sais pas si, enfin.
si tu vois la stratégie pour moi des échanges, elle a été très simple. C'est on va partout et à la fin on sera tapé sur les doigts, mais on aura tellement gagné d'argent que on s'en fout. Ouais, c'est pas C'est grave. exactement ce qu'a fait Binance aux US. C'est comptabilisé dans le Voilà, business model, c'est dans le business plan, ça y est quoi. Et en vrai, je pense que c'est quand même la stratégie la meilleure parce que si tu fais rien en te disant la régulation elle est pas claire, on sait pas, on y va pas, tu perds tellement de clients, tu perds des market share et puis c'est terminé pour toi. Alors que voilà, Binance, pour résumer l'histoire de Binance, après vous me coupez peut-être si je dis des bêtises, mais Binance c'est on se lance en 2017, tout le monde vient chez nous. J'ai même vu des échanges Telegram avec des mecs aux US, enfin je crois que c'était BitMEX peut-être, où bon les gars vous êtes aux US mais mettez un petit VPN, puis venez sur BitMEX, il n'y a pas de souci. Bon ils se sont tous fait taper sur les doigts, BitMEX de toute façon après a perdu pas mal de vitesse, mais voilà, on fonce d'abord et puis après on voit. Alors que s'il y avait des réglementations un peu plus claires dès le début, qui permettaient pas aux échanges de venir et de dire on savait pas et de voilà, et ou de dire voilà il faut que vous soyez régulé mais de cette manière et voilà, on aurait un peu moins de ça quoi. Du coup, tu viens de dire qu'il fait des régulations là. Oui, il faut qu'elle soit claire. Il faut qu'elle soit claire. Clairement, en fait. voilà. Après, qu'elle soit comparer. claire et voilà, mais ce qui n'est pas ce qui est fait, ce qui est pas ce qui a été fait. Ce que je trouve dommage, moi, et dommageable même, c'est qu'il n'y a pas de discussion en fait. Quand Ouais. j'étais en Suisse, tu discutes, les mecs ils disent ça c'est pas bien. Tu dis ouais, mais moi pourtant j'ai fait ça. Et en fait, tu peux discuter. Et quand tu vois qu'il y a de la bonne foi, etc., ils t'arrosent pas forcément. Ouais. En France, j'ai pas eu à discuter. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec la France jusqu'à maintenant. Mais des expériences que mes potes ont, ils arrivent, ils disent ouais, tu nous dois tant. Oui, mais on s'en branle en fait. T'as fait ça, la loi est sortie il y a 2 mois, t'as plus le droit. Tu le faisais avant, démerde-toi avec. Ouais, non, ça c'est. C'est C'est pas il n'y a la pas de même approche. concertation. Enfin, moi, c'est le truc que j'en ai. Après, voilà, c'est à mon échelle, mais c'est qu'il n'y a pas de concertation. Les lois, elles sont faites par des gens qui sont entre eux, qui ont peut-être eu un moment 1 ou 2 conseillers, voilà. Mais pour aller parler aux mecs du milieu et pour. Pas l'impression qu'il y ait grand monde, quoi. Après, c'est dur aussi, c'est que ça va tellement vite. Binance, c'est arrivé, c'est devenu un géant, Ouais, en ouais. rien de temps. Ça, par contre, Franchement. Oui, mais parce qu'ils ont eu ce business plan de se dire Ouais, il y les avait pas de papiers de l'AMF, régulation, on les ils ont reçoit, foncé. on les met à la poubelle et comme on continue de grossir, et après on se fera Voilà, arracher à la fin. Par contre, il finit en prison. Ça, c'est la fin de l'histoire. aussi. Alors, Ouais. Ah, la peut-être. vraie raison Peut-être. pourquoi il finit en prison, Peut-être. Sisi, quand même. Ah, mais je pense que ça a déjà. C'est pas tombé le verdict? Non, c'est. Et ouais, mais ça le temps que parie. ça fasse appel et tout. Mais de toute façon, en vrai, l'erreur peut-être qu'il a fait, c'est qu'il est. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il a quand même. Il a quand même un peu permis à. Si je dis pas de bêtises, c'est à l'Iran. Enfin, vraiment, c'est des trucs pas clean qu'il a fait. Il a fait. Bon, on sait que votre argent il est un peu sale, que vous venez le watch sur Binance, mais vous nous faites gagner des frais de transaction, donc on va rien dire quoi. Enfin, c'est ce que j'ai compris que le Doge lui reprochait, mais après Ouais, mais parce que dans un autre sens, ça fait 2 ans qu'ils ont enlevé les futurs sur. Oui, après par ça, il y a exemple, ça en France. Par exemple, en France, ça c'est 90% du chiffre d'affaires. Ben ça, ouais, mais ça Donc, c'est une quand tu te fais catastrophe. arracher du chiffre d'affaires d'un côté, tu te dis bon, on va être compliant de l'autre côté. Enfin, ça doit être. Ça c'était avant là, qu'ils étaient très compliant avec l'Iran, parce que bon voilà. Mais non, en vrai, oui, le futur, de toute façon, je crois que j'avais vu les chiffres, c'est de bénéfice pur pour Binance, c'est 3 milliards, je crois, les futurs par an. Ouais. Donc voilà, c'est l'amende que les US leur ont infligée. Et après, en fait, la situation qui s'est passée un petit peu, je déborde un petit peu sur FTX, mais c'est interdiction des futurs sur Binance août 2022. Où vont tous les Français qui ont plus de produits? FTX bras ouverts, venez. Et 2 mois plus tard, plus d'FTX. Donc voilà, en fait, tu régules, oui, mais soit tu régules tout le monde, soit tu vas juste envoyer les gens vers des endroits plus pourris, quoi. C'est tout ce qui se passe. Ce que disais tout à l'heure, où tu vas dire qui sont pas régulés. Voilà, et les gens, ils iront quand même, quoi. Donc autant faire un truc comme, je sais pas, comme les paris sportifs où Mais ça va vite. Voilà. Regarde dans le sportif, t'as la loi Sorare qui a été faite juste pour Sorare, parce qu'ils sont arrivés dans un cas, qu'est-ce qu'on fait dans ça? Ouais. Mais ils ont déjà pas beaucoup de licornes dans le secteur, donc. On n'allait pas tuer celle-là. Ouais, ils ont pas voulu la tuer. Ah, mais il a fallu faire quand même une régulation par rapport à ça. Parce que là, c'est vrai que s'ils reculaient dans l'autre sens, parce que c'était des trucs chauds, il fallait ce KYC, machin, enfin, il fallait. J'ai plus les détails. Pour jouer à un jeu de cartes, donc c'est vrai que ça aurait fait chier, quoi. Même plus que ça, on parle beaucoup avec les casinos partout, chacun une branche Web3, multiverse, et même eux, ils disent nous, on se fait arroser comparé à la FDJ. Et la FDJ, tu fais n'importe quel truc, tu peux acheter
on te demande pas ta carte d'identité, etc. Nous, il faut la carte d'identité. Ah bah oui. Faut qu'on retrousse, faut qu'on définisse d'où viennent les fonds et tout. FDJ, tu viens claquer 1000 balles de tickets à gratter, ils s'en tamponnent et t'as rien présenté comme, tu vois. L'État français. Ouais, voilà. Donc même là, si tu veux, c'est même pas Web3 et c'est à peu près le même domaine et ils sont pas régulés de la même manière. Ouais, c'est pas les mêmes. Ah, mais ils doivent avoir bien les boules, à mon avis. C'est ce qu'il disait, ouais. Patrick. Bon, fini la parenthèse régulation. Ouais. Proof of Stake est meilleure alternative que le Proof of Work. Ah, j'ai dit non, mais it depends en fait. C'est pas la même utilité. Bah moi, c'est juste que je sais qu'à la fin, on n'aura pas énormément d'énergie sur la planète, donc l'énergie est notre avenir, économisons-la. Mais voilà, en fait, le proof of stake est quand même satisfaisant en termes de sécurité, je trouve, parce que quand tu holds une chier de token, bah, t'as pas envie que ta blockchain elle déraille, et que du coup tu perds tout ton investissement. Donc tu vas faire en sorte que les validateurs ne fassent pas de bêtises, enfin tes validateurs. Donc ouais, non, quand même, moi je trouve quand même que le proof of stake, à terme, je vois pas de raison pour que ça s'impose. Je vois, à part Bitcoin, parce que ben, voilà, c'est Bitcoin, on va pas changer. Mais pour le reste, je pense que le proof of stake peut très bien faire l'affaire, quoi. Est-ce qu'il y en a une autre que, je sais pas, par exemple sur Solana ou les autres styles de proof of history ou de machin qui sortent un peu On partout? parlait tout à l'heure de proof of time. Est-ce ou que vous proof of trouvez space, quelque... par ouais, exemple. voilà, est-ce que vous avez trouvé quelque chose de plus performant? J'avais testé moi proof of space and time avec Chia. Alors, raconte-nous la fin de l'histoire. Bah, je suis arrivé un peu tard en fait. Je minais au même moment que ça chutait, donc finalement d'un point de vue rentabilité, c'était pas très bon, mais d'un point de vue idée en tout cas, pour rapport à ce sujet-là, c'était pas mal. Après, il y en a quelques-uns qui sont dans le proof of space justement pour ça. C'est quoi ça? Et on l'a fait, la photo là. À Ah Banana oui, ok, c'est ça. Et il nous disait un pop, c'est pas une proof of attendance parce que tu peux le miner par email. Le mec Ouais. il était pas sur place. Alors que là, proof of space and time et le mec nous a pris en photo sur place. Ça a fait le. C'est une proof of space. Il l'appelait comme ça aussi du coup. Ouais. Ça, d'accord. ok. Mais c'était Chia. C'était. Et il travaillait dessus. Ouais. Ah, c'est utilisé du coup. Ouais, on a trouvé un mec qui développe sur Chia à Tallinn. C'est en français. C'est ça en français. Oh là Ça va là. peut-être monter alors. On a trouvé le mec, il nous a pris une photo, ça a miné le NFT tout seul, là, sans frais de gaz. Et il a dit, là, je sais que t'es là. C'est une proof of space. En fait, quand tu mines, tu viens remplir tes Mais, disques durs. On avait, je sais plus, 150 Tera de disques durs, nous, qui étaient dans la baraque. Et tout était rempli, justement, pour récupérer un peu de récompense. Ok. Et c'est différent, quoi. Ça dépend de l'utilité que t'en as. Mais quid de ta photo maintenant avec l'IA? Ouais, Avec les deepfakes. Hop, ouais. fait le deepfake. Mais Non, lui, ouais, mais là, il sera pas miné ouais, sur Chia, quoi. Là, elle est authentifiable sur leur blockchain. Là. T'en as qui bossent justement des. C'était quoi exactement? C'était quand tu prenais des photos, justement, faire un hash Ouais, de un ta reverse photo pour pour savoir vérifier si- qu'elle soit Pas IA. legit. Ouais. Ouais, comme l'alunissage. C'est Leica qui font ça, je crois. Avec les appareils photo? Ouais. Ok. Ouais, je Tu pense prends la photo et tu as directement le delivery sur je ne sais plus quelle T'as un hash blockchain. à côté qui te donne, voilà. Comme quoi elle est legit. Après, c'est une startup à part. Ah, cool. Ouais. Du coup, les problèmes apportent de nouvelles solutions qui apportent d'autres problèmes. Et... C'est toujours ça. Les stablecoins vont remplacer les monnaies fiduciaires. Bon, de toute façon, c'est pas nouveau Soit. que l'État veut enlever Ouais. les billets. T'as même des articles là-dessus sur comment ils appelaient ça, décachéiser en gros. Ouais. Dédollariser. Voilà, Ouais. non, décachéiser en général, Décachéiser, même pour carrément. la France, Terra. Et en gros, t'avais des concepts où tu faisais payer une fille au moment où tu venais retirer de l'argent. Donc, par exemple, tu as 100 euros, tu les remets en banque, bah, tu mets tes 100 euros, tu as tes 100 euros en banque, c'est bon. Tu veux retirer de l'argent, comme ça fait sortir du cash, ils aiment moins, donc tu payais une fille dessus. C'est où qui font ça? C'est pour la France, c'était un article qui avait été fait pour ça, où ils réfléchissaient à ce type de solution, pour l'idée étant que si tu retires trop de cash, regarde le Liban, hein, ça va bien. Du coup, finalement, le but, c'est de faire le plus digital possible, et voilà, ils travaillent déjà de façon sur la monnaie digitale, enfin des euros numériques. Ah oui, ouais, ça va être super ça. Ouais, bien être tracé pour le coup. Grave. C'est très bien pour Bitcoin, Non, c'est cool en vrai, c'est cool. Pas la même chose non plus, donc. justement. Non, mais ça pourra peut-être réveiller un peu les gens à la gestion d'être off-bank un petit peu d'une certaine manière. Ouais, Enfin, ça va bosser avec les banques et enfin moi mon père je pense pas qu'il verra la différence, on va pas lui apprendre à faire un wallet et à utiliser du bitcoin. Ah non, ça c'est sûr que non. Il va avoir sa carte derrière, la différence c'est juste que ce sera peut-être un peu géré autrement. Ouais, c'est plus, en vrai, la meilleure pub pour Bitcoin. Oui, enfin, en gros, les euros, le fait de ne plus avoir de cash, de plus machin, de plus être souverain de son argent, déjà que c'est le cas, hein, 90% je suppose, de notre argent à tous n'est pas en cash. Mm. Et donc, voilà, les personnes qui vont avoir des ennuis avec les banques, je
j'en pense à certaines, et ben, c'est la meilleure pub pour Bitcoin au final. T'as le moindre ennui, machin, pépin financier avec une banque, tu te dis putain, Ouais. mais Oui, je ça vais oui. saisir ma thune, j'ai plus de thune, je suis à poil. Les gens Tu qui penses sont à quoi? Tu très... penses à Oui, ça oui, mais ça n'a pas de lien avec leur numérique. Pour le coup. Si, parce Si, que parce que les l'euro gens qui sont numérique, très cash aujourd'hui, Ouais. voilà, tu vas leur enlever. tu vas leur enlever ça. Donc finalement, ils vont aller trouver une alternative au cash. Ils vont dire comment je fais. Ouais, bah après, le Bitcoin, pour le coup, c'est traçable. Hein. Enfin, Ah, mais c'est pas une question de traçable, c'est une question de. Des Pour valeurs. te saisir tes Attention. bitcoins, bon, il faut venir. Ouais. Voilà, ou si tu fais les Ouais, choses par rapport proprement, à c'est ça. insaisissable, quoi. on peut te retracer quand même après. Oui, ça peut être retracé, mais c'est pas ça. Mais c'est que ton cash n'est pas saisissable N'est pas programmable. directement. Enfin, j'en sais rien. Imagine. Ouais, dans ce sens-là. Tu dois l'argent au fisc, ils se sont trompés, mais ils veulent quand même te saisir, machin. Enfin, Après, t'es dans les cas très spécifiques quand même. oui, c'est vrai, mais quand Non, même, mais- je pense que ça fait une pub d'une certaine manière. Ouais, le souci, c'est par exemple s'ils programment une péremption sur l'euro numérique, Ouais, Ouais, tu voilà, l'as ça, pas. il y avait des. Ouais, tu l'as pas Ah oui, utilisé c'est vrai qu'il y avait des d'ici un sujets an, comme ça. Voilà, ça c'est. eh ben, il disparaît. Bon, ben là, tu mets un bitcoin comme ça, d'ici un an, tu l'as toujours. Ou alors, tu Et fais aussi- l'inverse, tu doubles la valeur si tu l'utilises régulièrement, ça Ouais, pousse à la consommation, et sinon. Enfin, voilà, tout Ou ça, s'il y a les limites de dépenses par secteur, là, comme ils avaient dit, voilà, Ouais. tu peux pas acheter trop de gasoline, trop de machin avec. travail au black, ils disent dans le chat. Ouais, bon. Comment tu fais Attends, Du liquide. On troque une poule contre un service. Ou deux poules à la limite. C'est bon tu veux qu'on passe aux questions? Je sais pas quelle heure il est. Dans le chat, ils disent ton argent n'est pas directement saisissable tant que tu es. Sur un DEX. Effectivement. Ah là Ouais. là, Nous c'est tend la l'instant perche. promo. Non, même pas. Ils essaient de nous lancer l'instant promo, apparemment, pense, mais merci, le chat. non, non, on le fera. Quel type de Dex, par exemple On le fera après. Hmm. Des exemples. Un logo On se là, demande. sur mon micro. Et ça, on l'a mis là. Et ouais, vas-y, petite dernière, on a le temps. Tout le monde possédera des cryptos d'ici 10 ans. Bah oui. J'ai dit vraiment à ça? Je sais pas. Ouais, t'as Ah pas non, envie. il y a tout pas le de monde, débat. dans le Ouais. sens tout le monde, non, c'est sûr que non. Plus de monde qu'aujourd'hui, j'espère, sinon on est dans le mauvaise industrie, les gars, faut changer. Hein. Je pense oui, mais pareil, ce sera pas forcément visible pour certains. Enfin, t'as de la counter-abstraction, t'as ce genre de solution maintenant qui fait que beaucoup de gens pourront avoir de la crypto sans pour autant le savoir. Quoi. Ouais. C'est ce qui est intéressant en termes d'adoption. Ça va permettre d'optimiser certains points. Et c'est vrai que les solutions là qu'ils développent pour les CBDC, etc., ils veulent pas l'appeler crypto. Hein. Non, ils vont pas l'appeler comme ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, ça va pas forcément faire une pub à la blockchain, ils vont dire que c'est à part. Et ça se trouve, ça a même un effet contraire. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, la blockchain, c'est ça, mais au moins c'est régulé, c'est sécurisé, c'est l'État qui fait ça. Les gens qui ont confiance aux banques, parce que les banques sont là depuis des centaines d'années, ils vont aller là-bas. Et ils vont dire, ça, y allez surtout pas. C'est comme si tu achetais une monnaie d'un autre pays que tu ne connais pas. Quoi. Je vois ce que tu veux dire. Donc ça peut avoir un effet contre-promotionnel. Mais quand ils vont se dire ah t'as grillé un feu rouge, ou je peux pas acheter ma baguette de pain parce que c'est programmable, ça fait quand même un peu chier. Non, mais voilà, moi je pense Si. vraiment à cette pub-là, Ouais, ouais. si jamais il y a quoi que ce soit de liberticide. Exact, c'est ça. Ouais. Mais sauf que le problème c'est que le cerveau humain, s'il peut utiliser un pouvoir, il va utiliser un pouvoir. Et clairement, Dans, c'est- dans sa Aïe, aïe, aïe. globalité. J'avais fait une petite recherche comme ça, c'était sur l'adoption par rapport au gain que tu as en fait. Enfin, non mais en fait ça peut être un gain aussi bien argent, ça peut être un gain en avantage, en facilité. Ouais, bien sûr. Par exemple, tu vois, tu utilisais ton téléphone pour payer et puis tu sais ta carte bancaire. Le téléphone maintenant c'est simple à mettre en place, donc tu as peu d'efforts à l'utilisation pour derrière un gain en temps, etc. Tout à fait. Et la crypto ça va être ça pareil, donc tu regardes les pays comme l'Amérique du Sud, pardon. Là, ils avaient un effort d'utilisation de la crypto qui était élevé, mais le gain était énorme parce que ils pouvaient pas payer, l'inflation était énorme, donc ils l'ont fait. Bancarisé. Ici, là, ceux qui ont fait ça, ils ont vu le gain technologique et puis la liberté que ça peut apporter, et puis pour beaucoup la spéculation aussi. Bien Donc sûr. ils ont fait l'effort. Et puis après, si tu réduis la barrière d'entrée, tu auras plus de gens qui le font. Ah, c'est clair. On va passer aux questions, let's go. Oui. Alors, n'hésitez pas dans le chat, pareil, si vous avez des questions, on pick up des questions dans le chat. Donc, à leur poser, on commence par qui? Attends, il y a déjà des questions. Bon, attends. Oula, Non. Ça, c'est on n'a pour pas toi. le chat, nous. On va commencer par toi. Bon, Donc, allez, je vais t'assassiner de questions. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Faut que tu répondes à tout de manière honnête et précise, très précise. Très précise. Les gens, Revenu fiscal déclaré. les gens sont très pointillés. Donc, Romain, tu aides les gens à récupérer leur crypto, leur wallet. Ça veut dire que grâce à toi, il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Pas Jour au millionnaire. lendemain. Non, pas millionnaire, pas énormément de personnes, mais je peux dire qu'il y a des personnes, j'ai d'une certaine manière changé leur vie. Et des sommes qui sont conséquentes, qui ont eu un impact sur leur vie, mais pas des personnes millionnaires. Pas encore. Je
peux nous donner une somme ou... La plus ma grosse première que tu as récup, réussi. ma première récup, c'est 5 bitcoins. Donc voilà, vous pouvez faire le calcul. C'était pas 5 bitcoins quand ils étaient à 70 000 $, c'est la seule chose. Mais voilà, donc c'est fait quand même des montants assez conséquents. Après, bon, j'ai des clients aussi en cours avec des sommes plus élevées, des sommes moins élevées. Ça dépend. Mais voilà, il faut savoir qu'en fait, la plupart de mes clients, c'est des OG d'une certaine manière en fait. Parce que aujourd'hui, on est vachement plus éduqués. Voilà, enfin, la plupart des clients, c'est le même schéma. C'est des personnes qui étaient là il y a longtemps, qui ont acheté une petite partie de Bitcoin, d'Ether, principalement les cryptos qui ont monté. Donc, par exemple, des mecs qui ont acheté du ADA ou du XRP, ça Ils dépend. sont pas là. Ils sont pas là. Leur wallet vaut plus grand chose. Donc tout ça pour dire, voilà, principalement des holders de Bitcoin, ETH et autres, qui les ont achetés il y a longtemps, ont perdu l'acide. Donc voilà, pour savoir, ils ont dû perdre l'acide, sinon bah, ils pourraient mettre leur seed phrase de 12 mots ou de 24 mots et récupérer leur crypto. Et ils ont juste donc soit un disque dur sur lequel ils avaient stocké le wallet à un moment, mais qu'ils n'arrivent pas à retrouver sur le disque dur, soit ils ont le fichier du wallet, mais ils n'ont pas le mot de passe. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. D'accord. Donc, si moi, demain, je perds une seed, par exemple, d'un ledger, c'est plus compliqué. Alors, toi, tu travailles sur le disque dur. Voilà, donc en gros, c'est très simple. Si toi, tu perds ta seed et ledger, c'est mort. Voilà, moi, il me faut un truc à me raccrocher. Si tu as mal noté ta seed et qu'il y a 4 mots que tu n'arrives pas à lire, là, je peux t'aider. Ou si tu as oublié 4 mots de ta seed. Ah, d'accord. Donc, je peux quand même t'aider dans différents cas. Si tu as oublié le code de ton ledger, là, je vais pas pouvoir bypass ledger normalement. Je sais qu'il y a peut-être des mecs qui arrivent, mais bon, voilà. Par contre, si tu as oublié le mot de passe de ton MetaMask et que tu étais un petit degen et que tu as acheté des NFT et que ça fait x100, ou même pas, hein, voilà, si tu as perdu le mot de passe de ton MetaMask et que tu as perdu ta seed phrase, là, je peux t'aider. Donc, dans ce cas-là, ou aussi si tu as delete ton disque dur, il y a eu un problème de disque dur, à voir dans certaines mesures, si tu as écrasé ton disque dur avec un marteau, je vais pas pouvoir t'aider. Mais voilà, dans ces cas-là, je peux t'aider. Tant que tu as toujours un point d'accroche d'une certaine manière, donc soit un bout de seed phrase, un bout de wallet, le support sur lequel tu avais ton wallet. Voilà. Si tu t'es fait escroquer tes cryptos par je sais pas quel mec a fait une pre-sale et qui est jamais revenu, et ben là je peux pas t'aider. Pas encore. Je vais peut-être monter une entité, mais bon là ça devient légal et c'est moins marrant et puis c'est plus dur. Enfin c'est pas le même domaine, voilà. Ok. Tu as une anecdote, un client qui t'a marqué ou il avait fait tomber son téléphone dans les chiottes Mon premier client, qui restera anonyme, mais qui avait perdu donc ses bitcoins sur un disque dur il y a fort longtemps, et qui y croyait plus du tout, qui est en plus quelqu'un qui était un peu de la tech, du milieu de la tech, donc il avait déjà essayé pas mal de moyens de récupération, etc. Et il m'envoie son disque dur, mais vraiment sans trop y croire, quoi. Et voilà, j'avais bien préparé le dossier en amont, j'avais passé quelques semaines à préparer, à regarder un petit peu tous les moyens, tous les trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est le chat. Le chat. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit pourquoi le mec à gauche a une fausse moustache. Désolé. Ah mais dis donc, putain. Pourquoi vous faites des blagues? Je la toucherai après l'émission quand même. Attends, le fin. Quoi? Il parle de la moustache, hein. Ouais. Je sais même plus où j'en étais. Qui était dans la tech. Donc voilà, qui était dans la tech, etc. Et donc voilà, je prépare tout. Et puis je vois, donc je prépare tout. Je lance mon programme qui scanne le disque dur, après avoir bidouillé le disque dur parce qu'il tournait plus, etc. Et j'y croyais pas trop. Enfin, en plus, j'étais en période un peu post-FTX, un peu déprimé, voilà. Et Toi, t'as perdu des fonds sur. Ah oui, sur on a oublié d'en parler. Très simple, j'ai perdu tous mes fonds sur FTX. En fait, avant de lancer Safe Return, j'étais trader algorithmique. Et en fait, trader algorithmique, tu essaies de trouver des petites opportunités. FTX en avait pas mal, hein. Sam, SBF faisait un peu n'importe quoi. Il y avait certains marchés où il y avait des fundings assez délirants. Enfin bref, certaines astuces. Et du coup, moi j'étais en mode, bon bah super, je suis sur FTX, j'ai tout mon capital déployé, j'ai tant de revenus par an, c'est super, voilà. Et puis du jour au lendemain, et tout ça part, enfin l'histoire est assez folle, enfin tout ça part d'un tweet de CZ qui FUD de FTX, mais non, même ça part de une semaine avant un article de CoinDesk, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Bref, un truc, mais vraiment random. CZ, le RT,
Et bon, après, on était en peak bear market, donc tout le monde. Enfin, c'est l'inverse de maintenant. Maintenant, là, on est à un moment où les gens, ils envoient 120 millions en sol à des pre-sales. Là, on était en bear market toutes les 2 semaines. C'était FTX va faire faillite. Bon, ça, c'était vrai. MEXC va faire faillite. Bybit va faire faillite. Enlevez vos fonds. Binance va faire faillite. Et c'était la paranoïa ultime. Enfin, vraiment, c'était. Il y a eu Celsius avant. Il y a eu Celsius qui a ouvert le bal. Ouais. Et donc voilà, je me retrouve du jour au lendemain. Voilà, je finissais l'école d'ingé. Pendant toutes ces années d'ingé, j'avais tradé à côté des cours, j'avais lancé mes trucs d'algo, ça marchait bien. Et du jour au lendemain, bah, plus rien. Donc un peu déprimé déjà. Et surtout, day one de la faillite d'FTX, on me dit bah, si tu retrouves 5% dans 10 ans, t'es content, quoi. Donc, Et là, toi, tu peux rien faire là, pour retrouver tes cryptos. Ben si, là, je peux vendre ma claim, ce que je vais pas tarder à faire. Vendre ma créance. Ben justement, il y avait FTX Creditor qui était sur le live d'un concurrent que je ne citerai pas. Donc si, là, je vais vendre ma claim, mais non, j'aurais rien pu faire parce que dans le cas d'FTX, ben, j'avais pas de site phrase, j'avais pas de wallet. Voilà. Bien sûr. Comment ça, vendre ma créance? Alors, donc FTX, ben, en fait, tous ceux qui ont eu de l'argent sur FTX ont une créance de dette. Donc en fait, simplement, c'est juste vous connectez sur le plateforme de claim. Vous avez votre dette avec votre montant. Et actuellement, il y a un marché secondaire de la créance qui vous rachète votre créance entre, pour les plus petits, je dirais 60%, et pour les plus gros, c'est quasiment 80-100% de votre montant en dollars au moment de la faillite. D'accord, parce qu'eux sont prêts à attendre. Parce que, en fait, c'est. Ils croient à la récupération, quoi. Alors, je fais une petite parenthèse sur ça, au cas où s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant. Il y a une bénédiction dans cette faillite qui est qu'FTX a déclaré faillite aux US en fait. Et aux US, le produit de créance de dette d'une entreprise qui a fait faillite, c'est un truc sur lequel certains hedge funds, gros hedge funds, ont accès et qui est assez simple pour eux à acheter. Par exemple, je sais pas, investir pour eux dans certains trucs, c'est compliqué, mais ça, c'est facile. Et donc, du coup, il y a vraiment une grosse pression acheteuse, en tout cas, une pression acheteuse qui permet d'avoir le juste prix et qui n'est pas 3-4 mecs qui achètent des dettes à 10% comme au début. Et donc là, il y a des gros fonds qui rachètent des dettes, mais à tour de bras. Je crois qu'il y a quasiment, sur les 8 milliards de la faillite, je crois qu'il y a 2-3 milliards qui ont été rachetés par des gros fonds. Il y a un espèce d'intermédiaire qui vous fait l'achat de la créance. Donc il y a FTX Creditor, il y en a Troma Braziel, il y en a d'autres. Et en gros, vous allez les voir, vous leur dites voilà, ma créance c'est ça. Ils vous font une estimation, ils vous renvoient un mail, ils vous payent en USDC, au taux voilà, qui décide, mais c'est quand même assez avantageux. Et eux, ils attendent qu'ils soient peut-être remboursés. Eux, ils les revendent derrière, si je dis pas de bêtises, mais je suis quasi sûr que c'est comme ça, ils les revendent derrière au gros fonds d'investissement par gros paquet. Ils me disent, j'ai acheté 1 million, tu me le rachètes à combien? Prennent leur petit cut. Et eux, le fonds d'investissement, ils vont attendre la délibération qu'ils estiment. Donc du coup, si on fait un petit produit en croix, on se dit, bon, ils achètent les plus grosses claims au-delà de 5 millions à 100%. Donc ça veut dire qu'ils espèrent, voilà, le paiement, ça parle de 2025, peut-être fin 2024. Donc ils espèrent gagner 10 à 20% sur l'année en achetant des claims à 100%. Donc voilà, petite parenthèse sur FTX, mais... Mais nous, ce qu'on avait en crypto, ce sera... Oui, voilà. C'était au prix de l'époque. Ça, c'est... On retouche en dollars au prix de l'époque. Voilà, c'est ça. Donc si tu avais un ETH, bah, ton ETH, il vaut... C'était quoi, 1000 $ à la faillite d'FTX? Non, c'est ça là, ouais. Peut-être. 1005, c'est pas, en tout cas, on nous dit Bitcoin à 19 000, Solana à 16 $. Bon voilà, après, il faut aussi savoir un truc, la seule raison de pourquoi nous, utilisateurs d'FTX, avons été remboursés, entre guillemets, parce qu'entre-temps, Sol a fait x20, x10, pardon, BTC a fait x4, Anthropic, qui est une boîte de IA, d'IA qui concurrente OpenAI, a fait x4-5. Enfin voilà, Sam, dans son malheur, a quand même investi dans des trucs pas trop pourris, entre guillemets. Et du coup, un bon gestionnaire. C'était un bon gestionnaire. Il avait mon argent. Non, il a quand même aussi l'exploit de perdre 80% de la somme au bear market. C'est quand même assez incroyable. Mais bon, donc tout ça pour dire, et pour revenir sur Safe Return, que voilà, j'ai le disque dur, je run mon programme, et je vois, j'ai 60 adresses de trouver. J'avais pas pris le temps de développer un tool pour check les adresses avec des calls API, tout ça. Bref, j'avais pas le temps et puis j'étais dans l'excitation, quoi. Je vois 60 adresses trouvées, une par une. Allez, une par une, tac, tac, tac. 10 adresses, rien. 20 adresses, rien. 30 adresses, une poussière. C'est bien ça, c'est une poussière, c'est rien du tout, mais c'est bien. Et allez, 31e adresse, je crois, ou quelque chose comme ça. 5 bitcoins. Et là, bah, franchement, j'ai crié. Hein. À ce moment-là, je lançais la boîte. J'avais la chance que ça fonctionne. Parce que voilà, je sais très bien plus, le truc aurait pu être effacé. Et voilà. Et donc, je retrouve les 5 bitcoins. J'appelle le client, trop content. Voilà.
Et donc voilà, pour anecdote, première récupération. Depuis, il y en a eu d'autres. Et puis voilà, on espère qu'il y en aura encore d'autres. Donc ça, c'est des anecdotes assez joyeuses. Est-ce qu'au contraire, il y a eu des anecdotes, des fails, des trucs un peu plus tristes où les gens vraiment ils comptaient sur toi et t'as pas pu les aider? J'ai eu des clients où ils étaient sûrs du mot de passe, où ils étaient sûrs que c'était assez facile. Je vais prendre un exemple, même si ça correspond pas, mais par exemple, le mec me dit ouais, mon mot de passe, c'est le mot test et c'est un chiffre après. Là, je dis, bon, bah, test et un chiffre, à 5 chiffres, il n'y en a pas 10 000. Allez, on envoie ça. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit assez rapidement trouvé. Et puis, un essai, ok, c'est pas ça. Je lui dis, bon, j'ai tout testé, c'est pas ça. Je le reviens avec lui, il me fait, ah, c'est peut-être ça. Et puis voilà, ça enchaîne, ping-pong comme ça pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et du coup, après, à chaque fois, on élargit le cercle. Et donc, ouais, il y en a quelques-uns où c'est comme ça. Après, il y a d'autres mecs où c'est des mots de passe qui sont complexes. Les personnes, elle me dit, bon, ok, donc il y a 5 mots. 5 mots, ça commence à faire pas mal de possibilités. Donc il y a ça, il y a peut-être un accent là, un truc. Voilà, enfin, j'ai pas mal de récupérations qui sont en cours. Je dirais même que j'ai plus de récupérations qui sont en cours que de récupérations qui sont faites. Mais pour moi, tant que je dirais pas mon dernier mot, jamais, je pense. Même si la récupération, on a déjà toujours testé beaucoup de trucs, j'aurais jamais testé tout ce qui est possible dans l'univers. Donc voilà, je continuerai d'élargir à chaque fois que j'ai pas trouvé, quoi. Donc Ok. pour l'instant, pas d'anecdote. T'as arrêté combien de temps en général? Ça dépend vraiment. Il y a des personnes, mais la personne où j'avais reçu le disque dur, j'avais préparé 2-3 semaines avant. Et puis j'avais trouvé en 5 jours. Puis là, il y a des personnes sur qui je travaille des mots de passe sur qui je travaille depuis 1 an, quoi. Ouais. Donc voilà, les serveurs ils run au bureau et voilà, on perd pas espoir. On a de la chance, comme je disais, en fait c'est des cryptos, c'est des majors. Donc bon bah ça va monter probablement. Ouais. Donc voilà, je suis pas pris par le temps. C'est pas comme si j'avais Et en fait, ça revient au même. Si tu mets 1 an, ouais, c'est même peut-être tu dis mieux, ouais, parce c'est que- même peut-être mieux. Ouais. parce que au final les clients avec qui j'ai commencé à travailler il y a 1 an, bon bah les cryptos elles sont forcément montées depuis. Enfin, les majors ont monté depuis. Donc je suis pas pressé par le temps, contrairement à certains. Si le mec me dit bon, j'ai 1 million dans le même coin Boj, là je lui fais waouh, là il va falloir qu'on soit rapide ou voilà. Mais après, sinon, non, normalement j'ai la chance d'avoir ça quand même. Donc vraiment pas de gros échecs, pas de mauvaises anecdotes. Ok, cool. Donc ça, les gens ne le savent pas forcément, mais quand on formate un disque dur, c'est possible de récupérer encore la data. Pourquoi? Alors, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Non, c'est pas très simple. Mais en fait, quand vous allez, même si vous effacez un fichier sur votre ordi, il va pas être vraiment effacé. Il va juste être déréférencé. C'est-à-dire que vous avez votre système de fichiers de votre ordi. Si vous le cherchez avec votre système de fichiers, vous n'allez pas le retrouver. Vous venez de le supprimer, vous n'allez pas le retrouver. Par contre, l'écriture binaire dans le disque dur ou hexadécimale, elle est toujours là tant qu'il n'y a pas un autre fichier qui a été réinscrit par-dessus. Donc, ce qui veut dire que si vous effacez tout un disque dur, donc vous le formatez sans bien cocher l'option de réinscription des datas pour effacer par-dessus, donc juste vous le formatez, vous le posez dans un coin, et puis vous utilisez un logiciel de récupération, ou si par exemple pour retrouver vos photos, j'en sais rien, ce genre de truc existe, et vous avez de très fortes chances de retrouver tout intact. Après, ça commence à se corser à partir du moment où vous continuez d'utiliser ce disque dur. Là, vous allez commencer à réécrire. Donc, il y a des fichiers qui vont devenir corrompus, puis après, le fichier va être complètement réécrit, donc ça sera complètement autre chose, vous ne pourrez jamais le retrouver. Mais donc, s'il y a seulement un formatage, il y a de bonnes chances de retrouver. S'il y a un formatage et un petit peu d'utilisation, il y a encore de bonnes chances. Puis après, bon, s'il y a un formatage et quelques années d'utilisation, j'ai un client justement avec qui j'ai réussi à récupérer, mais les chances diminuent au fil du temps, évidemment. Par exemple, les 5 bitcoins sur le disque dur. Voilà, les 5 bitcoins sur le disque dur, c'était 90%, 95% de réécriture. D'accord. Donc, je sais pas si c'est passé un truc spécial ou s'il y avait une partition qui était vide ou qui était réservée au système pour X ou Y raison, mais il y a peut-être un peu de réussite aussi. Donc, voilà, faut pas l'oublier dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un secret professionnel envers tes clients? Parce que j'imagine que tu as accès à leurs données personnelles. Est-ce que tu es tombé sur autre chose, que ce soit très personnel ou illicite ou... Non, il y a un secret professionnel, évidemment, je signe une clause de confidentialité. Et non, je cherche même pas
Sauf si le client me le demande, en disant retrouve-moi tous les fichiers texte, tout le texte qui a été écrit dans l'ordinateur, il y aurait peut-être un mot de passe dedans qui pourrait correspondre à ça. Mais sinon, non, je cherche le fichier du wallet. Et un fichier de wallet ne ressemble pas à enfin, ne ressemble pas, entre guillemets, ne ressemble pas à une photo ou à un document qui contiendrait une recette pour de la drogue, j'en sais rien, mais je dis n'importe quoi. Mais voilà, donc quand même, quand je cherche un wallet, je cherche le wallet. Et si le client me demande de chercher autre chose, je vais le chercher. Mais sinon, non, je signe mon contrat de confidentialité et je regarde pas le reste. Ok. Donc du coup, ce que tu fais, est-ce que c'est tout le monde peut le faire chez lui ou tu as du matériel qui est quand même spécifique? Alors, moi j'ai 2 rigs, donc qui étaient anciennement des rigs de minage Ethereum, donc avec des cartes graphiques, des 3070, donc 2x6. Donc bon, tout le monde normalement déjà n'a pas ça chez lui. Et après, dans ce que je fais, je conçois pour certains besoins mes propres programmes. Je reprends aussi des programmes qui existent déjà, je pense à H4. Et de toute façon, je ne pourrais pas le refaire, c'est fait par des passionnés qui font ça depuis 10 ans, qui extraient la moindre puissance du GPU pour casser des mots de passe. Par contre, là où moi j'agis, c'est ben voilà, vous me décrivez votre mot de passe, la structure qu'il avait, et ben je crée l'algorithme qui va générer tous les mots de passe possibles, que ça soit un mot de passe, je sais pas, vous me dites, ben moi, mes mots de passe, souvent, c'est des phrases. Ben alors là, je vais me casser la tête, je vais utiliser des technologies d'IA, d'NLP, pour essayer de générer toutes les phrases possibles et que ça ait le plus de sens. Ou voilà, tu me dis, mon mot de passe, c'est un jour de la semaine et une date. Bon, bah, ça, c'est plus facile à recréer, évidemment. Mais donc voilà, ça peut être fait par quelqu'un qui aurait un rig et aussi une expérience en programmation. Mais après, c'est dur quand même comme métier parce qu'en fait, il y a vraiment un point qui est très important, c'est que je ne sais pas, surtout dans la récupération de mots de passe, si je suis à une virgule près du mot de passe ou à 200 caractères. Donc il y a ce côté où on n'a absolument aucune progression jusqu'au jour où on retrouve. Et c'est dans le flou jusqu'à ce que dans le flou. Et voilà, donc il faut garder le moral parce que quand tu es là, tu as 251e tentative et que tu reprends le dossier et que tu le rouvres et que tu as déjà fait 250 trucs avant, voilà, donc ça peut être fait par des personnes qui ont un niveau de programmation. Par contre, y arriver, c'est plus dur. Et avoir de l'expérience, et avoir déjà fait d'autres toilettes, avoir déjà fait d'autres cas, ça aide énormément en fait. C'est même game changer, honnêtement. Et t'as pas des trucs pour mettre sous vide là, pour ouvrir les disques durs, etc. Alors, j'ai pas de salle blanche, j'en ai pas eu encore besoin. J'ai build un truc pour mettre sous vide, qui est pas parfait, qui est pas comme une salle blanche. Mais non, j'ai pas une énorme salle blanche dans mon bureau, voilà, comme dans les laboratoires. J'ai un petit truc pour mettre sous vide pour pouvoir ouvrir le disque dur et pour être quasiment sûr qu'il n'y aura pas de poussière dedans, ça j'ai. Mais pas de grande salle blanche, voilà. À quoi ça sert d'ouvrir le disque dur? Alors, des fois, ça dépend des cas. La tête du disque dur, donc en fait, un disque dur, c'est un disque et il y a une petite tête de lecture qui se balade. Des fois, elle peut se coincer, mais le disque dur n'est pas cassé. Donc en fait, il suffit juste de la décaler en faisant très attention, évidemment. La remettre en place et le disque dur peut remarcher, on peut faire la sauvegarde. En fait, dès que je reçois un disque dur, j'essaie de faire la sauvegarde le plus vite possible. Comme ça, j'ai une copie du disque dur. Et sur cette copie du disque dur, j'en fais même une deuxième après pour travailler des fois. Et je fais mes scans, je tourne mes programmes. Et voilà. Mais jamais on travaille sur le premier disque dur. Le premier disque dur, on l'utilise pour faire la sauvegarde. Puis après, on le pose. Et normalement, on n'en a plus besoin. J'ai une idée un peu, enfin une question. Vas-y. Donc la récupération de data, supprimée, j'avais déjà fait. Enfin, tu as des logiciels pour ça, bien sûr, ça, c'est pas un souci. Un disque pareil qui est à moitié mort, récupérer data, bon, tu peux essayer de te débrouiller en tenant la tête un peu réalimentée. Tu peux. C'est très long. Par contre, du coup, est-ce que quand tu as un mix des deux, quand tu vas copier le disque 1 vers le 2, est-ce que tu vas pas pouvoir se copier entièrement? Alors, il y a un la cas, partie qui a été perdue, ça m'est arrivé, oui, où tu as des disques durs qui sont partiellement morts. Et du coup, quand tu vas recopier sur ton disque de travail, on va dire, tu fais une copie, tu fais un point ISO, donc en fait, tu vas avoir un point ISO, et les parties illisibles, tu vas avoir des zéros. D'accord. Par contre, si tu as de la data à récupérer sur la data qui a été supprimée sur un disque dur qui est à moitié mort, par contre, là, tu vas... T'as toujours, s'il est à moitié mort, tu as toujours 50% de chance. D'accord. Mais si la partie a vraiment été morte, rayée, après voilà, il y a des cas où si c'est mort rayé, tu peux rien faire, quoi. C'est pas si tu supprimes ta data, que tu peux quand même la récupérer parce que la copie que tu fais, elle sera vraiment. Quand la copie que tu fais, il y aura vraiment tout ce qu'il y a de lisible sur le disque. Ouais, donc tous les bits, etc. sont pas. Non, il y a rien qui est altéré normalement à ce moment-là. En plus, la copie, on essaie de la faire une fois et proprement pour pas que, parce que plus tu vas faire de modifications sur ton disque, déjà bien sûr aussi le disque, tu le branches avec un
un périphérique externe. Enfin, tu le mets pas dans ton PC. Enfin, tu démarres pas le PC sur le disque et tu copies. Voilà. Donc tu le fais ça proprement pour que le disque subisse le moins d'altération possible. Et du coup, voilà. Quand même, après, j'ai franchement des assez bons taux de réussite sur toutes mes récupérations de wallet sur disque dur. Mais en bref, sur ça, j'ai un disque dur d'occasion, je copie le disque, je peux récupérer la data dessus qui a été effacée aussi. Il y a Micode qui avait fait une vidéo là-dessus où, oui, en effet, si tu as acheté ton disque dur d'occasion à quelqu'un qui est peu regardant, qu'il a simplement formaté le disque dur sans réécrire, il y a de très grandes chances que tu puisses récupérer 90... Comme l'exemple que je dis, quasiment toutes les datas. Oui, mais depuis le disque dur. Mais si tu recopies cette data, tu fais une copie sur un autre disque dur. Ça sera pareil. Si tu fais une copie sur un autre disque dur, tu copies vraiment toute l'histoire. Tu copies vraiment tout bit par bit. Ça, j'étais pas sûr. Ok, donc vraiment. Même les petites micro-variations que tu peux avoir, les termes copies devinés, le truc avec écrit en dessous. Voilà, le moindre 0 et 1 va être copié, quoi. Donc, ouais, mais vu que des fois il y en a plusieurs couches, ça copie que la couche du dessus ou ça peut. Ouais, alors c'est ça aussi. Il n'y a pas de. Alors attends, tu veux dire plusieurs couches dans le disque dur? Ouais, sur le disque dur, on a réécrit. Et on se dit, vas-y, il y a peut-être moyen d'essayer de trouver analogiquement. Alors là, j'ai pas de réponse parfaite, parce qu'il y a des mecs de la... sur Reddit, ça dépend. Il y a des mecs qui claiment que, oui, la NSA, si tu réécris par-dessus, ils peuvent récupérer. Moi, il y a des trucs où tu peux, je sais que je crois que sur le SSD, avec tu peux bidouiller, mais normalement, en théorie, non. Si tu as vraiment réécrit par-dessus, tu as réécrit. Il n'y a pas genre un micron où tu dis ah là il pouvait avoir un ancien 1 avant ou un ancien 0. Si tu as vraiment réécrit et même 2 fois plutôt qu'une, normalement en théorie non. Okay. Après il y a sinon toujours, ça veut dire que tu as une capacité illimitée quoi. Ouais, si tu as toujours possibilité de revenir en arrière, tu as un disque dur de 10 Tera quoi. Ouais mais voilà, mais peut-être tu vois je me dis au bout d'une, au bout de 2, au bout de 3 peut-être non, mais tu vois au bout d'une il y a peut-être moyen. Il y a des gens qui claiment de deviner les anciens bits quoi. Ouais, il y a des gens qui claiment que oui, j'ai lu quelques articles, c'est pas vraiment clair. D'un autre côté, moi j'avais vu aussi la vidéo sur Ross Ulbricht avec le FBI qui flippait parce qu'il avait un raccourci pour effacer tout sur son disque dur. Et du coup, je me dis, mais attends, mais pourquoi ils flippent s'ils peuvent récupérer si ça a été réécrit? Non, je pense que dans la majorité des cas, voilà, si tu réécris sur la data, tu perds quand même une grande partie de chance de pouvoir récupérer un jour quoi. La meilleure solution pour effacer tes data c'est de mettre un coup de marteau. Cramer, tous les data centers font ça, tous les data centers, tous les périphes de stockage des data centers sont pétés. Il y a un énorme gâchis, mais d'un autre côté, ce qui est très sécurisé, mais ça reste un énorme gâchis. Et il y a vraiment zéro moyen. Et perce. Et là, j'avais vu une vidéo, il me semble, sur internet où tu vois, j'étais un vieux disque dur ou je sais plus ce que c'était, mon téléphone qui était rouillé, qui a été dans l'eau salée. Et le mec, il démonte tout. Un par un, il met dans des produits, etc. Il arrive à récupérer quasi toute la data. C'est juste été corrodé, quoi. C'est un peu corrodé de l'extérieur. Il y a moyen, en fait. Même de l'intérieur. De l'intérieur. Bon, après, je sais pas, hein, mais non, il y a quand même moyen de récupérer de manière assez impressionnante. Hein, c'est fou. Bon, t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais la typologie de clients. Est-ce qu'il y a des mecs, nous on se posait la question, il n'y a pas des mecs qui ont monté des business, d'aller récupérer des ordinateurs sur le bon coin, d'aller récupérer des trucs et d'essayer de gratter des... Ou alors c'est des mecs qui consommaient de la drogue, beaucoup. Tu vas récupérer leur ordi parce que nous, à chaque fois qu'on demande à des gens comment t'as connu Bitcoin, c'était Silk Road. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Donc est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui ont monté des business comme ça, d'aller récupérer des disques durs qui vont vraiment récupérer et qui en prennent à l'appel et qui scannent? Ça, je sais pas, je crois pas. Toi, t'as pas envie de le faire? Mais non, parce qu'en fait, la proba... Enfin, voilà, je vois déjà, en étant dans le cercle crypto, donc qui est, en essayant de faire le plus de bruit que je peux et de demander aux personnes, il y a quand même pas énormément de personnes qui ont perdu des bitcoins déjà dans ce cercle-là. Alors si tu commences un peu à les ratisser très large, je pense que tu vas vraiment avoir un hit rate de 0,001%, pour peu que quand tu vois des traces de bitcoin, ils soient pas lisibles, t'as acheté 1000 disques durs, t'es fatigué quoi. Non, je pense pas. T'as pas les indications aussi. Si là c'est quelqu'un, il te dit à peu près son mot de passe. Ouais, en plus de ça, t'as pas ça. Après, ouais, mais il y a des gens font des screenshots. Ouais, après non. Il y a un monde où tu tombes sur celui de Satoshi quoi. Ça, je pense pas. Pas en France. Non, mais niveau business, justement, t'as pas une crainte qu'il y ait de moins en moins de personnes, justement mais si, mais ça c'est une certitude. Mais ça c'est une certitude. Il y aura de moins. Vu qu'il y a un nombre N de. Enfin, un nombre N, non pas vraiment, mais il y a un nombre N de personnes qui ont perdu des bitcoins quand ça valait pas grand chose. Le bitcoin a augmenté. Ces gens, ils l'ont retrouvé ou ils ont abandonné ou machin. Donc bien sûr, si, le nombre de clients, je suis dans un business où le nombre de clients n'est amené qu'à décroître, sauf 2 cas. Mais que je fais pas et que je pense pas faire, qui est je m'allierai avec les forces de l'ordre pour m'occuper des trafiquants de drogue et pour voilà, mais je pense pas faire ça très honnêtement. Et
Vraiment qu'il y ait des DAO qui fassent des erreurs de fou furieux et qu'ils envoient 10 millions sur un mauvais wallet. Mais voilà, vu que les gens sont de mieux en mieux formés, et c'est tout ce que je souhaite, c'est un truc qui devrait de moins en moins arriver. Et c'est le top. Après, j'ai aussi des clients, voilà, j'ai quand même plusieurs clients avec des montants conséquents, donc j'ai quand même pas mal de travail pour les années qui arrivent, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Et tu prends rien de spécial en amont, tu prends le disque dur, Non, c'est seulement non, le success fee. c'est que des success fees. C'est que des success fees, donc c'est. Enfin, on peut acheter plein de disques durs, lui envoyer. De toute façon. Ouais, bah. Non, par contre, je le verrai. Enfin, J'en ai 50 là. Il Il y a travaille d'accord, gratuit, des on va dire. Le disque dur, je sais plus sur lequel c'est. non, ça je le verrai là. C'est combien du coup les success fees? Alors, les success fees, ça dépend du montant. En gros, moi, ce que j'ai tendance à dire. Enfin, ce que j'ai tendance à dire, non, c'est même ce qui a marqué sur mon site. Donc, c'est entre 10K et 1 million. Donc, c'est une fourchette très large. C'est 20%. Donc, sur la somme récupérée. En dessous de 10K, il faut vraiment voir au cas par cas parce que si c'est pour 500 €, c'est possible que je te donne un coup de main aussi parce que je suis au début de mon business et voilà, je veux de la visibilité. Mais voilà, 500 €, 20%, 100 €, si j'y passe 3 semaines, bon, voilà. Et au-delà d'1 million, bon, là, au-delà d'1 million, ça commence à être conséquent, clairement. Donc, il faut aussi voir au cas par cas. Ok. Et toi, il y a aussi un monde où tu peux retrouver l'argent et tenter de dire que tu l'as pas retrouvé. Comment les gens arrivent à te faire confiance? C'est très simple. La plupart des clients qui viennent me voir, ils ont l'adresse. Donc, ils viennent me voir, ils me font « Ah, Romain, j'ai ce wallet. » Mais après, je propose quelque chose, mais qui, pour le moment, les clients n'ont pas fait appel. C'est qu'en fait, pour certains types de portefeuilles, donc pas tous, mais certains types, je pense au wallet Bitcoin Core, on peut simplement m'extraire, donc voilà, pour faire un tout petit point programmation, donc la signature, donc le hash du mot de passe. C'est-à-dire qu'en fait, on va me donner la signature du mot de passe, mais pas l'accès au wallet. Et en fait, moi, je vais pouvoir tester mes mots de passe contre ce mot de passe-là, enfin le hash de ce mot de passe. En gros, je prends mon mot de passe, je le mets dans la fonction de hashage, j'ai le hash et je compare. Et donc, dans ce cas-là, je peux faire une espèce de récupération décentralisée où le client me donne simplement le hash, aucun risque pour lui. Et tant que j'ai pas trouvé, je vais pas, il y aura rien. Et puis après, on peut établir un tiers de confiance. Même moi, j'ai tendance à faire confiance à mes clients, donc voilà. Donc c'est un truc décentralisé. Ça ne marche pas par contre pour les disques durs, parce que pour les disques durs, j'ai accès au wallet. Mais de toute façon, tout se fait sur la blockchain. Et puis après, on peut aussi regarder les avis Trustpilot de mes anciens clients. Non, j'ai tellement. Tu le vois, non? Le mouvement. Oui, sur la blockchain, bien sûr. Voilà, déjà, il y a ça. Si tu as l'adresse du. Voilà, il faut avoir regardé l'adresse, je suis d'accord. Ouais. Mais voilà, moi, je veux simplement aider mes clients et faire grossir mon business. Je n'ai aucun intérêt à voler qui que ce soit. Bien sûr. Si ça achète une grosse bagnole d'un coup. J'ai acheté une grosse bagnole. Bon, j'ai peut-être ouvert un gros wallet aussi, on ne sait jamais. Alors, je connais un mec qui est dans cette salle qui a envoyé des ETH sur la blockchain Bitcoin ou l'inverse des Bitcoins sur la blockchain ETH. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dead. Je pense que c'est dead, à moins que. Je pense que Non, c'est pas toi. Je pense que c'est dead. Il me faudrait plus d'infos, mais à partir du moment où. T'as besoin de quoi comme info? Parce qu'il est là. Mais en fait. Non, mais en gros, à partir du moment où tu les as envoyés sur une adresse et que tu n'as pas le contrôle de l'adresse, d'un moyen ou d'un autre, là, c'est dead. Oui. Mais si par contre, je pense que c'est arrivé justement à un pote à moi, il envoie des ETH sur Arbitrum sur un wallet Phantom qui n'a pas Arbitrum, et là j'ai pris la seed phrase, j'ai mis la seed phrase dans MetaMask, bam, j'ai retrouvé les ETH. Oui. Mais s'il n'y a pas de contrôle de l'adresse par le tiers, ou ça va être compliqué. Il faudrait que je vois, il faudrait qu'il vienne devant le micro et parler de son cas, mais Non. non, mais on en discutera après, mais c'est peu probable. Si tu envoies sur une adresse dont tu n'as pas le contrôle, c'est impossible. Ouais. Et là, après, il faudrait que je vois, mais sinon, c'est très peu probable. Je crois que les exchanges le font en te faisant payer une fee si tu t'es trompé. Alors, oui, sur là, qui est bien EVM. C'est sur la database. EVM, voilà, si c'est EVM et que c'est compatible et qu'ils ont l'accès, donc par exemple, je sais pas, sur Binance, tu demandes l'adresse pour envoyer les USDC, t'envoies sur Arbitrum, mais t'envoies des USDC sur le Layer 1 de TH sur ETH, je sais que Binance a 2 adresses différentes, donc eux, ils vont te le faire contre un frais. Avant, ils le faisaient sans frais, ces enfoirés. Donc, il faut voir si c'est vraiment sur la mauvaise blockchain. Après, voilà, quand c'est du custodial, normalement, tu as une adresse pour tout. Ouais. Donc, déjà, ça diminue un petit peu les chances.
Après, dans le chat, sinon, ils ont la solution. Il faut juste contacter le service après-vente Bitcoin. Bah oui. Satoshi Nakamoto. Pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier exactement? Le SAV. Ah, j'ai envoyé des INJ Cosmos sur Bybit ETH et je peux pas les récupérer. Et ouais, je suis désolé pour toi, ouais. Je suis désolé, la blockchain injective et ETH, ouais, non, c'est pas la même chose. C'est bizarre par contre qu'il t'ait. Laissez faire, quoi. C'est bizarre qu'il t'ait laissé faire ça en fait, le wallet sur Cosmos. T'as dû utiliser Kepler, je pense. Et c'est bizarre qu'il t'ait laissé faire ça. Normalement, il y a une espèce d'auto-vérification de l'adresse. Donc, dis-nous la suite de ton cas. Mais c'est bizarre, normalement, ils auraient pas dû te laisser faire. Si tu l'as fait en programmant via API, peut-être. Enfin, via API. Via le wallet en programmant, oui. Mais sinon, normalement, ils ont pas dû te laisser faire. Moi, je me suis fait niquer une fois, c'était sur Arbitrum, parce qu'il y avait deux chaînes, tu sais, il y avait Arbitrum One et un autre truc. Optimism? Non, c'était Arbitrum. Ouais, Arbitrum, ok. Mais il y avait Arbitrum One et un autre Arbitrum, là, je sais pas ce que c'était. C'est comme sur Avax, il y a la sidechain, il y a plusieurs chains. Ouais, ok, je vois, oui, ok, je vois. Et bien là, il y avait plusieurs, je sais pas, je me suis démerdé à envoyer un truc là-bas. Mais t'as jamais retrouvé? Non, ils m'ont dit non, c'est dead. C'est bizarre. Normalement, si tu restes sur ETH EVM, d'une manière ou d'une autre, tu devrais retrouver. Ouais, ils m'ont baisé la gueule. Dommage. C'était beaucoup? Non, c'était 500 balles. Bon, ça fait chier, mais bon, tu t'en remets pas. Je m'en suis déjà remis. Tu t'en es remis, bah, c'est top alors. On est tous heureux de la... Le conseil le plus précieux pour tous les crypto holders qui nous regardent. Bah, pas facile. Faites gaffe à votre sécu, négligez pas les événements chiants qui ont de faible pourcentage. Votre maison, elle brûle, c'est très faible pourcentage. Ça peut arriver. Et si tu perds ta maison et que tu perds ta seed phrase qui est dans ton garage, ça fait doublement chier. Donc négligez pas les backups. Répartissez. Faites différents ledgers, machin. Répartissez vos backups. Vous avez un peu vous tradez, vous êtes sur les sex, répartissez les sex. Vous tradez, vous êtes sur les DEX, répartissez les DEX. Ça mange pas de pain. Et le jour où il y en a un qui tombe, vous serez content, croyez-moi. Donc non, voilà, répartissez et négligez pas les faibles pourcentages. Je sais pas, une maison qui brûle, c'est faible pourcentage. Ça arrive, c'est chiant. Donc voilà, préparez. Il vaut mieux être trop préparé plutôt que de l'être pas assez. Donc voilà, franchement, mon meilleur conseil, c'est ne négligez pas les faibles pourcentages. Backupez-vous. Pourquoi pas mettre une seed phrase à la banque. Je sais que j'en connais un qui utilise Shamir, qui est un... Je vais pas m'avancer, mais qui permet de chiffrer les morceaux de sa seed phrase et de les donner à des gens et vous réunissez les morceaux de votre Shamir. Il vous suffit de 3 sur 5 morceaux de votre Shamir pour avoir accès à vos cryptos. Donc voilà, blindez-vous et répartissez. Voilà. Blindez-vous. Vous n'aurez pas de regret après, je vous le garantis. Chose que tu n'avais pas fait. Chose que j'avais pas fait, mais le problème c'est que j'étais aussi pris par les couilles d'une certaine manière, parce qu'en fait tous mes algos et toute ma... J'étais comme un fonds d'investissement à mon échelle, où je trouvais les opportunités sur FTX, je trouvais les erreurs que faisait Sam dans certains trucs, pour voilà. Et donc du coup j'étais en mode, je déploie mon capital, j'ai pas d'autres opportunités. Et oui, non, par contre oui, j'aurais dû clairement essayer de chercher d'autres opportunités, je suis d'accord. Donc ouais, vraiment blindez-vous et vous le regretterez pas. Plaque métal aggravée résistante au feu. Ouais, oui, mais prends-en 2. Mets-en une chez quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, juste doubler les choses, vous le regretterez pas. Pour la plupart, ça n'arrivera pas, mais le jour où ça arrivera, on est content. Si t'as de la flotte. Ouais, de la flotte. Ouais, comme la flotte à Dubaï. J'espère qu'il y a personne qui a perdu sa seed phrase là-dedans. Mais... Stocké sur l'iCloud. Alors là, non, du coup, stocké dans le cloud, à moins que tu le chiffres très très fortement et que tu sois très confiant dans ton mot de passe, c'est pas fou. C'est bon, j'en ai fini avec toi, c'était très précis. C'est super. Alors. On va passer à toi, Laurie. Hello. Alors déjà, est-ce que tu peux nous repréciser ce que tu fais avec Bounty? Parce qu'il y a plusieurs cas, il y a les users, les entreprises, etc. Ok, donc comme je disais au début, Bounty, ça vient de quoi? Ça vient de beaucoup de discussions avec des marques. Donc CAC 40, startup, des head of loyalty, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un besoin qui était commun. Donc c'est le chat. Le chat qui dit des conneries. Un besoin qui était commun justement par toutes ces marques, en fait, c'est connaître leurs utilisateurs, savoir du retour, du feedback, des reviews. Et on s'est dit, du coup, il y a peut-être un cas à faire là-dessus. Donc, sans aller sur l'histoire de Bounty, pourquoi je suis arrivé dessus en passant du Web3, aujourd'hui, ce qu'on permet de faire, c'est des sondages qui sont gamifiés et récompensés.
Un sondage, tu réponds à un Typeform en général, c'est un one-shot, tu oublies derrière. C'est chiant, ça te prend du temps, des fois ça ne te target pas correctement. Donc ce qu'on vient faire justement, c'est d'améliorer ce process. Quand tu réponds via Bounty, tu t'engages dans la durée. Qu'est-ce qu'il dit le chat? Arrêtez de lire le chat. QR code sur la fesse de ma meuf crypté avec un MDP. Tu fais un tatouage, mais Faut par pas contre, qu'elle si elle te gêne, par Ok, contre, et si tu changes de meuf? Et il répond, tu gardes la fesse. tu découpes un bout de peau. Bon, arrêtez Prison de Break. lire le chat. Non, j'arrête, je voulais juste voir. À force, du coup, j'avais une petite FOMO. Donc, je reprends. Donc, ce qu'on permet de faire avec Bounty, justement, c'est que ce soit de l'engagement dans la durée. Si je réponds à un questionnaire une fois, je gagne des points, ce qui me débloque des avantages, et la marque ou la personne avec qui j'interagis peut me retargeter, me reposer d'autres questions pour venir creuser. Ça peut être co-construire, d'avoir du feedback de qualité et surtout un meilleur targeting. Je sais pas si c'était clair du coup avec cette petite coupure. Mais... Ça va. Si, moi j'ai compris, Ouais, mais moi aussi. La question que j'ai, c'est est-ce que quand on s'inscrit, c'est que pour une marque? Ou en fait, on choisit, ou on choisit pas, ça arrive et. Alors aujourd'hui, comme on l'a designé en tout cas, on a une web app. La web app, tu peux avoir des marques qui soient publiques, donc tu peux les rejoindre un peu comme tu as sur du Galaxy, Zilli et compagnie, compagnie Web3. Eux sont plus sur du reach au niveau de Zilli. Galaxy, ça va plus être sur de la partie des quests, vraiment focus on chain. Nous, on est plus généraliste et sur la partie donc data, user, connaissance. Et donc ceux qui sont publics, tu peux les rejoindre. Ceux qui sont privés, pardon, tu vas rejoindre via un lien. Et du coup, sur une seule plateforme, tu pourras répondre à plusieurs. Tu auras ton wallet avec toutes tes récompenses. Donc il y a des gens Voilà. qui répondent à des sondages et qui gagnent de l'argent avec ta solution. Alors ça, c'est pas neuf en soi. La partie études de marché, par exemple, permet de faire ça. Tu as Google Survey, tu as même SurveyMonkey, etc. Ils font ces choses-là. Et d'ailleurs, Bounty, à la base, vient de ça. On s'est inspiré de ça parce qu'on se rendait compte que je voyais des gens autour de moi. Ils répondaient à des sondages, ils donnaient des petites questions. Est-ce que vous êtes retraité? Est-ce que vous êtes allé dans ce magasin, etc. Et ils gagnaient 5 centimes, 3 centimes. Qui est peanuts. Ouais. Mais ils étaient contents parce qu'à la fin, ils gagnaient quelques 10 euros à la fin du mois ou au bout de 2 mois. Et je me suis dit, mais en fait, ta donnée, elle vaut beaucoup plus que ça. Donc là où on peut faire un test très simple, tu vas sur SurveyMonkey, tu fais une demande de questionnaire, il te donne le prix. Sur Google, c'est pareil. Donc si tu demandes un questionnaire général, tu cherches pas un personnage particulier, c'est 30 centimes la réponse. Donc toi, tu es français, enfin vous êtes français, c'est 4 euros la réponse. Votre français homme, ça va être 6 euros. Un Suisse, c'est 10 euros la réponse. Ok. Donc la valeur de ta donnée est beaucoup plus élevée. Et en fait, on dit, mais est-ce qu'on peut pas appliquer ça? Et C'est lourd ça. apporter l'ownership en fait qu'on veut derrière et dire, bah, non seulement ça te permettrait d'avoir plus de valeur pour toi, ça permet d'avoir un impact social assez intéressant. En plus, cette donnée potentiellement avec tout ce qui est cookies tiers et autres qui disparaissent, ben, c'est une donnée marketing qui est hyper intéressante. Et on pourrait même proposer aux gens à un certain moment de dire, bah, passivement, si tu acceptes de partager certaines de tes données comme ça, préférentielles, pas personnelles, d'une, tu seras un peu mieux targeté par le site qui va en question, mais en plus, tu gagneras de l'argent. Et là, il y a un impact intéressant. Et si je peux me permettre. Un peu divagué. Vas-y, oui. Les gens, il y a vraiment des gens qui le font sérieusement ou ils le speedrun et tac 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 tac. Alors, très bonne question. Les marques nous posent ces questions-là. Tu vas pouvoir qualifier ta donnée. Il y a plusieurs manières. Donc, la première chose, c'est tu vas poser des questions très très basiques, pardon, du type quelle est la couleur au milieu du drapeau de la France? Est-ce qu'elle est blanche, rouge, verte ou la réponse D, par exemple. Après, tu auras d'autres types de questions. Tu aurais posé 2 fois la même question. Question une fois, question 2. Enfin, c'est la même question exactement. Tu vois si la réponse est la même. Ou 2 plus 2, etc. Ça, c'est une manière. Autre chose, ça va être de l'analyse, tout simplement. Tu vas regarder si tes questions, elles sont bien posées, bien répondues, pardon. Est-ce que la personne a mis blablabla? Ou est-ce qu'elle a donné des arguments? Est-ce que les arguments sont en lien avec la question? Et le dernier point, ça c'est plutôt de l'AI qu'on va mettre en place pour ça. On a déjà des tests et ça fonctionne bien. Et le dernier point qu'on est en train de faire également, c'est de voir comment la marque pourrait flaguer éventuellement les personnes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas du one shot, contrairement à du Google Analytics ou autre, où la personne répond une fois et c'est fini. Ici, la personne, elle répond, elle continue de gagner des points et des avantages. Donc en fait, au début, oui, sur son répondant, c'est possible que tu aies 40 personnes qui vont répondre n'importe comment, mais tu en as 60 qui vont peut-être bien répondre. Et au suivant, sur les 60, on aura peut-être 50 qui vont bien répondre, et ça va te permettre d'avoir certes moins de répondants, mais des répondants très qualifiés. Ok. Et après, tu gardes les plus qualifiés. Et nous, on garde les plus qualifiés. En tout cas, on permet à la marque, si elle veut questionner tout le monde, de le faire, mais elle saura qui sont ces qualifiés, et c'est là où on crée une valeur supplémentaire. Bien sûr. Du coup, on peut arriver, en répondant à des sondages, à gagner combien par mois? Alors, ça dépend de la marque, en fait.
Nous, les récompenses, aujourd'hui, comme on n'est pas sur l'étude de marché, on va pas pouvoir faire gagner de l'argent directement. Ok. Donc, je préfère étude de marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une user base très grosse pour pouvoir dire à une marque, bah, tiens, tu veux des Français qui habitent à Toulouse, qui sont célibataires ou quoi que ce soit, enfin qui own de la crypto. Ça te demande quand même d'avoir une user base très grosse pour trouver ces quelques personnes, d'accord? Donc nous, on a fait un choix, on va faire différemment, on va faire plutôt de la user base des marques. Donc là, on pourrait dire, par exemple, avec la communauté de Blocks, on fait un bounty. À chaque participation, à chaque émission, ils vont pouvoir participer, etc. Et derrière, vous donnez les récompenses que vous voulez. Et les récompenses, là, pour le coup, elles sont beaucoup plus libres. Ça peut être des vouchers, des discounts, des invitations à des événements. Ça pourrait être une invitation à venir ici. Peut-être que certains pourraient avoir une photo à un moment quelque part derrière. Ça peut être des collectibles, des NFT, des LRC20. On est en train de faire des tests pour ça aussi. Pour le coup, là, c'est propre à la marque de choisir ce qui pourrait intéresser. Et c'est que répondre à des sondages ou ça peut être des quêtes à aller faire, suivre un truc, ce genre de choses? Il y a déjà du monde qui fait ça en soi, donc recopier, c'est pas forcément intéressant. Tu peux, il y a des astuces pour proposer ce genre de choses. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment de la qualité, donc de la co-construction, du feedback, et il faut commencer quelque part. Ouais, bien sûr. J'ai une question. Ouais. On est d'accord, en fait, vous êtes parti peut-être du postulat qu'en fait, l'argent, c'est pas, comment dire, c'est trop dur, parce qu'on ne pourra jamais rémunérer les personnes du sondage. 10 rollers, j'en sais rien, tu vois, par exemple, en répondant à 10 000. Enfin, tu pourrais, mais c'est pas très quali. Alors que pour quelqu'un qui est fan de Blocks TV, une photo, c'est inestimable, tu vois. Le fait d'avoir une gamification, en fait, est-ce que c'est un moyen d'un peu contourner l'argent et au final permettre à tout le monde d'y retrouver son compte? Enfin, c'est un ensemble. C'est un ensemble, mais il y a un peu de ça ou il n'y a pas de ça quand même? Alors, la gamification va aider justement à ce que les personnes se réengagent derrière et aient envie de continuer et de le faire. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, le type de récompense, clairement, ça dépend. Si c'est une love brand, là, tout le monde adore Blocks. Tu dis, on t'invite ici, etc. C'est cool, les gens seraient contents. Ça devrait motiver plus, en tout cas, que si jamais tu es dans une marque, tout le monde se moque, et tu leur dis, tiens, on te donne 10%. Tiens, simplement, tu as un client qui n'est pas content de ton service, un resto, par exemple, il te dit, si tu réponds à mon conseiller, je te donne 20%. T'as pas aimé, tu t'en fous, tu vas pas y retourner, donc t'as pas donné 80%, c'est pareil. Mais donc, du coup, la gamification à l'intérieur. Là, c'est la récompense. Et là, tu donnes de l'argent éventuellement. Okay. Et là, ça va impacter. Par contre, la gamification, c'est plus sur l'engagement dans la durée. Okay. Si tu dis, je te fais un Typeform, tu réponds une fois, et en fait, à la fin, tu as une récompense, bon, les gens vont peut-être le faire. Par contre, si en plus de ça, tu sais qu'à chaque participation, tu gagnes des points, là, par exemple, à chaque épisode de Blocks, tu dis, tu vas gagner des nouveaux points, bah, celui qui va le faire régulièrement, il sait qu'en plus, il va débloquer des trucs que d'autres n'ont pas. Et... De toute façon, la gamification, maintenant, il en faut partout. Non, mais bien sûr, mais tu vois, on est le seul mammifère à pas apprendre en s'amusant. Faut le savoir, ça. Et donc, les mammifères sont faits pour s'amuser. C'est des machines à joie à l'origine. Comme les dauphins. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne mieux, en fait, parce que naturellement, on est censé faire comme ça. Ça t'a répondu, du coup? Oui, ça m'a répondu complètement. Donc, en fait, ouais, vas-y. Non, mais ouais. C'est quoi Bounty, en fait? C'est quoi Bounty, en fait? Est-ce que c'est comme les sites de Fawcett où on remplit les surveilles? Non. Ah. Alors du coup, tu peux regarder sur le site, bounty.io. Normalement, il fait passer le site. Tu avais fait passer le site de Romain pendant qu'il parlait. Oui, moi je l'ai vu. Moi, je regarde plus le retour. Voilà, donc le site, le site, on est en pleine refonte. Là, on l'a fait en 2 jours avant d'aller à Lisbonne. Il fallait qu'on le fasse rapidement. Mais l'idée, c'est quoi? C'est vraiment une plateforme où tu vas pouvoir y aller. Je parlais tout à l'heure, des fois, on nous compare à dans le Web3. Dans l'idée, tu vas avoir c'est des activités qu'on appelle ça, c'est pas vraiment des quêtes. C'est pas comme des sites de Fawcett où tu vas avoir plein d'étapes à la suite. C'est plus, tu as des activités de questionnaire qui vont être soit génériques, donc tu peux y répondre, soit qui sont targetées par rapport à toi, ton persona, par rapport à tes préférences. Est-ce que tu es est-ce que tu es un investisseur? Est-ce que tu es un entrepreneur? Si tu gères une entreprise, on va avoir peut-être des questions par rapport à ça. Si tu possèdes par exemple de la crypto, on va t'adresser des questions qui sont peut-être plus tech savvy qu'une personne qui n'en possède pas encore, mais qu'on aimerait adresser tout de même pour savoir comment justement le faire entrer dans le marché. Et vous attendez pas que les gens viennent, c'est plus les marques qui viennent vous dire utilisez notre communauté, demandez à notre communauté, etc. C'est le côté un peu l'œuf et la poule. Soit on crée une grosse communauté mais on n'a pas encore de contenu et d'activité, donc les gens ont dit mais en fait c'est nul, il y a rien. Soit on importe les marques mais il n'y a personne pour répondre.
Donc c'est pareil, ils se disent mais on n'a pas de réponse à nos questions. Donc soit tu fais comme des études de marché où tu as pas mal de fonds, tu trouves des marques qui ont des questions et là tu dépenses tout en marketing pour recruter les répondants. Ou alors sinon nous ce qu'on fait c'est on propose aux marques d'apporter leur propre communauté d'utilisateurs et clients. Ils le font avec eux et du coup ça nous permet petit à petit grandir cette user base également. Alors sur ça, il y a une erreur que tout le monde fait cette erreur, c'est toujours confondre audience et communauté. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu mieux Audience communauté. Alors là, tu as une partie plus marketing en soi. Là, c'est moins ma casquette, on va dire. Mais audience, voilà, c'est à qui tu t'adresses, qui tu vas écouter. Ta communauté, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être le question lien qui va être plus te suivre en soi. Nous, c'est peut-être la différence. Tu vas avoir justement côté reach, où ça va être beaucoup de Twitter, de pousser, d'avancer de l'annonce. Donc c'est un gros besoin. Franchement, toutes les marques, elles veulent ça. Ils ont été très bons de faire ça. Côté communauté, ça va être sûrement peut-être plus réduit, mais justement, on va être plus dans du qualitatif, essayer de construire avec eux, de les faire participer en fait. L'audience, elle va écouter, elle va te suivre un peu, mais surtout elle va plus être en spectateur. La communauté, tu vas plus essayer de l'avoir comme acteur. Après, là, c'est subjectif et je dis pas que c'est une définition. Il faut regarder deux définitions sur Internet pour comparer. Il y a une définition qui est plus technique Ouais, et qui dit qu'une audience, en fait, les gens ne peuvent pas parler entre eux. Ils ne peuvent que parler avec toi, en tout Il y a cas, pas commenter avec l'interaction. toi, alors qu'une communauté, les mecs peuvent communiquer Même entre si eux, t'es pas même là. si t'es pas là. Ouais, très bon point. Voilà, c'était ça un peu la différence. Et c'est vrai que les gens ont tendance à dire, ouais, j'ai 10 000 followers, c'est valuable. Non, c'est pas valuable. Ouais. La communauté est plus Ouais, engagée, tout à fait. Il y plus a vraiment de valuable. Par exemple, l'échange. Lego a très bien réussi ça. Je crois qu'ils ont une communauté Reddit Ouais. de plus de 28 000 membres qui communiquent entre eux sur des trucs, etc. Et puis, bah, Lego, en plus, ils avaient mis en place justement la possibilité à chaque personne de créer ses propres assets, enfin ses propres Ouais. pas si assets, on va dire ça comme ça, et assets de Lego. Ouais, voilà. Et du coup, les communautés vont pouvoir voter, améliorer, et finalement, ils co-construisent. Et là, c'est purement communautaire, ouais. Et ça fait du blé à Lego sans avoir de faire du design. C'est ça. Est-ce que ta solution, ça peut permettre aux marques de fidéliser aussi alors Totalement. Bah, en fait, si tu co-construis déjà avec une marque et tu vois que la marque, elle met en place ce que tu dis ou ce que tu as envie de faire, ça te fidélise, quoi. Tu Parce que sens comment qu'elle vous les t'écoute. onboardez en fait, les communautés qui existent déjà? Par exemple, là, tu bosses avec Lego, ils veulent les Ouais. sonder, enfin, ils veulent savoir. Bah, Lego, tu vois, un exemple, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une petite gamification un petit peu, parce que tu vas pouvoir créer ton avantage, Ouais. on va parler sur toi, tu as des incentives. Si tu crées un set sur Lego, toi déjà, tu es fier, parce que les 3 quarts de gens qui font ça, c'est des passionnés. Ils vont se dire, j'ai fait un set. Deuxièmement, tu as une autre incentive, c'est les royalties. Tu gardes de Ouais. l'argent pour ça quand même. Après, je sais pas s'il y a d'autres points supplémentaires qui vont être mis. Bah, tu as sûrement des points, des cadeaux qui te font Lego, comme ils font beaucoup. Ils sont très bons là-dessus aussi. Donc c'est ça, c'est l'incentive, qu'est-ce qui va pousser à le faire. Là, ça va être pareil. C'est les communautés elles veulent recruter, enfin les marques veulent recruter des utilisateurs. Ils vont dire, bah, si vous participez, on pourra vous reconnaître, vous mettre en avant, on pourra vous écouter réellement. On a un outil en place pour ça. Maintenant, bah, participons, vous verrez l'avantage. Et vous aurez des récompenses derrière que la marque choisit. Et si t'es une Love Brand, ça va être à coup de goodies. Ouais, bien sûr. Ouais. Et est-ce que le reward ultime, c'est l'argent? Disons que c'est celui qui va toucher beaucoup de monde. Ok. Après, ça dépend. Hein. Je sais pas ce que ça serait intéressant d'avoir votre avis, mais en soi, on a tous un prix. Une première chose. Il y en a qui disent ça m'intéresse pas pour gagner un peu d'argent, et tu leur dis mais pour 5 € ce que tu fais, il a tout de suite bon, peut-être bien. T'en as qui le feraient par rapport à un don à une association, par exemple. Ils se disent moi, avoir 5 € pour passer 20 minutes, c'est un truc ça m'intéresse pas, même pour passer 5 minutes. Par contre, si tu dis il y a un Tu vas aider chose de quelqu'un d'autre? bénéfique, tu vas aider quelque chose, ouais, bah, pourquoi pas. Et l'argent, ce qui est ultime par contre, c'est que ça touche tout le monde, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Et je parlais tout à l'heure du churn. En fait, le churn, donc quand les gens arrêtent d'utiliser ton produit ou de venir chez toi, tu as 1 personne sur 26 qui va te dire pourquoi. C'est faible. Ah ouais, non, c'est faible. Donc, est-ce que toi, avec cet avis-là, tu sauras pourquoi ils ont tous churné les 25 restants? Pas vraiment. Donc, je te disais tout à l'heure, tu leur donnes de l'argent, bah, pour le coup, eux, ils savent qu'ils peuvent l'utiliser ailleurs. Tu leur donnerais des points de. Si tu avais des systèmes de fidélité qui étaient interopérables, qu'ils pourraient utiliser ailleurs, bah, ils l'utiliseraient peut-être aussi. Faut qu'il y en ait une utilité, quoi. Un CryptoPunk? Reward un CryptoPunk? 4000 ETH là. Je pense que je le CryptoPunk. fais le sondage de 20 minutes. c'est pas fort. Combien de questions? 100? Ok. On va le faire. Un petit collier Tiffany. Hop. Et donc pourquoi la blockchain? Pourquoi la blockchain? Pourquoi vous avez été dans ce
Alors, dans ce monde-là. donc là, je vais remonter un peu plus en arrière. Rewind. Moi, le Web3, enfin, Web3 en général, la blockchain m'intéresse depuis pas mal de temps, après il y a longtemps. J'ai commencé à creuser seulement en 2016, où là j'ai commencé à regarder les activités qui pouvaient se faire, enfin pas les activités, mais les cas d'usage qu'il y avait. Au début, la DeFi, clairement, puis après j'ai vu ce qui se faisait dans d'autres domaines. J'ai regardé les projets, j'ai commencé à regarder les ICO, les différentes promesses qui se faisaient en tout cas. Il y a des belles promesses, il y a des gens très bons pour Ah, il y ça. a des belles promesses, hein, c'est sûr, hein, des belles promesses qu'on levé des centaines de millions et on attend les projets, hein, ça fait 7 ans. 7 ans, 7 ans, pardon. Mon Dieu, ça fait longtemps. Et du coup, bref, je trouvais ça super intéressant, donc j'ai creusé un peu les possibilités. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait un MBA HEC. Là, j'ai dit, c'est le moment d'entrer un peu dans le sujet un peu plus pour travailler dedans. J'avais fondé un club de blockchain, on avait organisé plein d'événements, j'ai fait des hackathons. Justement, c'est quoi ça, ce club? C'est ça qui est Alors, ce club, l'idée du club de Comment est venu, blockchain, du coup, je repartirai après sur l'autre sujet, c'était de se dire, je suis dans une école qui est très réputée, mais qui est très traditionnelle. HEC Paris, quand même, Ouais. sa réputation n'est pas à refaire et ils font un super boulot. Mais il y avait l'INSEAD qui avait proposé déjà un premier certificat blockchain. À HEC, il n'y avait pas tout ça. Et je me dis, bah, tiens, est-ce qu'on peut pas mélanger le traditionnel un peu au disruptif actuel? Ouais. Donc le club avait pour but de faire connaître aux utilisateurs, j'allais dire clients d'HEC, aux élèves d'HEC, pardon. En vrai, ils payent pour un service aussi, donc On paye pour un service, tout à fait. C'est une formation. on est tous un peu clients. Oui, tu fais une formation quelque part, t'es client de toute manière. Bref, les élèves d'HEC essayaient de leur faire connaître justement la blockchain et par une approche différente de simplement amener quelqu'un trop technique. Et tout ce qu'on trouvait, c'était beaucoup comment fonctionne la blockchain, comment se crée un wallet, etc. Donc, le but du club, c'était d'amener des gens qui travaillaient dans des entreprises. Alors, il y avait beaucoup de conseils parce que forcément, les gens en école de commerce, c'est ce qu'ils aiment. Il y avait des écoles, on a eu quoi? On a eu LVMH, on a eu de la Lilly aussi dans le healthcare. On a essayé d'apporter plusieurs cas d'usage en fait de la blockchain. Et ce que je disais, en fait, amener CZ à HEC, je pense que les 3 quarts des gens ne connaissaient pas et ça n'auraient pas su qui il était. Tu viens, tu leur apportes un responsable blockchain mais qui bosse pour LVMH, là les gens viennent. Parce qu'ils viennent pour la marque en un premier temps, Ouais. après ils disent la marque s'intéresse Maintenant, à cette Binance, c'est hype. quand même. Ouais. Maintenant Non. oui quand même, mais À l'époque, oui, mais. Ah, À c'est l'époque encore- aussi, Sizi, il a fait des trucs discutables sur Twitter. Enfin, non, oui, non, il c'était disait un peu n'importe quoi. c'était dans l'exagération pour Ouais, dire voilà, je vois mais ce que tu veux quand dire. d'autres personnes, très bons acteurs, très connus dans le sujet-là. Bon, Ledger commençait à être bien connu aussi. Enfin, c'était déjà commencé en unicorn et bien, tout. normal. Ouais, voilà. Mais l'idée, c'est de se dire voilà, t'apportes une entreprise qui intéresse les étudiants Et- avec une personne qui est dans le sujet en question. Il se dit bah, si cette entreprise qui me plaît, elle s'intéresse à la blockchain, peut-être que je vais écouter. Et c'était sur ça qu'était basé ce club. Moi, ça m'a permis en même temps du coup de comprendre l'écosystème, pas seulement du côté de celui Tech. d'audience qui écoute la promesse, mais plutôt côté communautaire qui va pouvoir interagir avec les autres builders. Et c'est là où tous les biens du club étaient. J'ai une petite question Vas-y. sur ton parcours. Ouais. Donc, tu nous as dit école d'ingénieur, 6 ans de pilote, Ouais. testeur, et après MBA HEC plutôt à 28 ans, c'est ça? 30 ans, ouais, quasiment 29. Ok, et c'était juste pour savoir, mais du coup, qu'est-ce que tu as peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés d'aller faire un MBA HEC? C'était pour une casquette business en fait. C'était un gros pari. Revenir sur un peu la vie C'est-à-dire, personnelle. je sais pas comment ça se passe. Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui veulent faire un MBA Et un HEC. concours. Un concours, un Ouais, coup de téléphone à HEC, enfin, parce que voilà, c'est quand même HEC quoi. Le screen du wallet. Un screen du wallet, un temps sur le circuit et tu leur envoies. Pour ça, en fait, tu as toute une qualification, en effet, donc c'est quand même assez contrôlé. Tu vas avoir des lettres de motivation, tu vas avoir des essais à rédiger sur des expériences que tu as eues à ton travail. Ils vont regarder ton expérience internationale, ils vont regarder ton expérience passée. En général, tu as au moins un master. Mais tu avais tout type de profil. Tu as des gens qui étaient dans le commerce, tu as des gens qui étaient dans beaucoup d'ingénieurs, tu en avais qui étaient avocats, tu en avais même une qui était chirurgienne. Donc, ce qu'ils regardent, c'est ta personnalité, ta manière de penser. Est-ce que tu as un bon mindset également? Et tu as la moyenne d'âge dans le MBA, est-ce qu'il y avait Je pas crois mal que de gens c'était qui... 32. En général, il y Ok, avait donc un truc un ou où- deux génies et des Indiens qui devaient avoir dans les 24-25 ans.
Après, tu avais une trentaine d'années, et Donc, après, ça ouais, allait jusqu'à 40. pas plutôt des gens âgés, enfin, Expérimenté. expérimentés, pardonnez-moi. Mais donc, oui, c'est pas les personnes. Il y avait peu de personnes qui sortaient de leur école d'ingé Non, juste après, ils ils veulent que tu aies une expérience pro. En fait, quand tu D'accord, arrives, c'est quelque chose de demandé. Enfin, c'est c'est ça. obligatoire. Tu arrives, tu as ton expérience et tu viens pas pour apprendre depuis zéro une théorie, mais tu vois comment toi, dans ton boulot, tu peux appliquer ce que tu es en train d'apprendre maintenant. Et... Donc c'est quand même super intéressant. C'est parce que moi, c'est un truc dont j'étais pas au courant. Ça veut dire que si tu as un diplôme, un master et que ça tu es s'arrête pas là, intéressé, quoi. tu peux rebifurquer parce que là, j'ai un peu l'impression, et parmi les personnes de mon âge que je côtoie, que les dés sont jetés. Ouais, Là, tu vas plus faire d'études quand tu as 25-26 ans. Quoi. moi, je fais ce qu'on appelle là-bas le triple jump. J'ai changé de domaine, j'ai changé de poste et je change de pays. Bah, tu changes de pays. J'étais en Espagne. Ouais, j'avais jamais vécu en France. Ok, d'accord. Ok. Enfin, travaillé en Je sais France. pas qu'il y a un mot pour ça. Voilà. Ouais, bah c'est pour là-bas, ils Ok. l'appellent comme ça. Et pour terminer, donc tu as des concours en anglais, tu as le TOEFL, tu as un concours GMAT, c'est plutôt. Ouais, donc quand même, ouais, t'as un truc un peu balèze T'as quand toute même. une qualification, mais c'est commun à plein d'écoles, donc ça te permet au moins d'en faire 2 fois et Ok. t'appliques à tout. Et quand tu dis casquette business, parce que finalement derrière tu as monté ta boîte, Ouais. donc tu t'es pas fait engager, tu t'es pas servi de ça pour te faire engager. Donc quand tu dis casquette business, c'est peut-être plus simple pour lever des fonds, plus simple pour trouver des associés. Ça servait à quoi finalement cette casquette? Alors moi j'ai fait HEC par. En fait, mon travail antérieur me plaisait beaucoup, mais je sais pas si vous connaissez le l'ikigai. Ouais, bien sûr. Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas l'ikigai, globalement, c'est un concept japonais qui dit c'est un peu c'est la raison d'être en une traduction littérale. Et si tu l'appliques au travail, c'est un peu les différents points pour savoir si le travail te convient. Est-ce que tu es reconnu pour ce que tu fais? Est-ce que tu es bon à ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Je crois qu'il y a un autre point encore. Est-ce que tu as un impact sur la société, en fait? Tu te sens vraiment utile? Et avec tout ça, bon, moi j'avais du fun, c'était marrant, je suis pas très bien payé, mais par contre j'étais reconnu, j'étais plutôt bon à ce que je faisais. Et je me dis, mais en fait, je fais un peu un travail de singe dans l'idée où si je pars, je vais être remplacé et j'aimerais avoir plus d'impact. Donc c'est là où je voulais changer de voie. Il y a le Covid qui est arrivé au même moment, donc rester dans la boîte, je perdais mon temps, je perdais de l'argent. Aller autre part, c'était un peu précaire, je me suis dit, bah, je vais étudier, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Quand tu dis tu perdais de l'argent, c'est parce que c'était l'Espagne et qu'il n'y avait pas les mêmes aides qu'en France ou... Alors ouais, clairement, il n'y avait pas les aides en France. Ou juste que... Et puis en plus, ils avaient bloqué les salaires, ils avaient tout bloqué parce que... Bloqué zéro ou bloqué... Non, ils avaient Pas bloqué SMIC, les augmentations, etc. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais étudier, je vais faire un pari. Et je pensais faire cette école pour prendre une grosse position de direction quelque part, gagner un bon salaire comme jamais j'avais imaginé pouvoir le faire. Ah oui. Et finalement, j'ai dit, je vais faire entrepreneur. Jamais été aussi pauvre. Entrepreneur, au début, c'est... Enfin, c'est au début même, non, tout le temps, c'est dur, mais c'est vrai que oui, t'as résisté à l'appel des sirènes d'un salaire assez... Je sais pas comment c'est en France, mais à 6 chiffres et un grand Leur poste moyenne à la annoncée, Défense. ouais, c'est 6 chiffres. Voilà, ouais, donc tu t'es quand même dit, on va aller faire toutes les conventions de NFT et de Ouais, crypto. en fait, en rencontrant des entrepreneurs, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire. Ok, ouais. J'avais toujours fait des choses un peu entrepreneuriales dans le passé, mais des petites actions, des associations, des petits projets pour le fun. J'avais pas forcément dans le but de commercialiser. Mais après, je me suis dit, ben, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est là ma place. Et surtout, quand tu vois tout ce qui se faisait, je te parlais tout à l'heure de frustration, du Next Billion User et tout, tu voyais des projets fonctionner, mais qui tenaient pas forcément debout, quoi. C'était un peu bancal et tu dis, mais Ah, mais ça, c'est... Moi, on voit beaucoup ça ouais, dans la blockchain. Ouais. c'est ça. Donc Ah, là, on bah, dit. Tu vois des trucs fonctionner et tu te dis waouh. Et donc, moi, mon idée qui est peut-être que tu considères comme mieux, quoi. Et... Bah, tu veux voilà. essayer, en tout cas. Tu veux Tu dis, essayer, ton il y a un idée, problème ton mode, qui est voilà, réel, ouais, il y je a vois. un besoin, donc essayons d'y répondre. Et du coup, forcément, après, là, il y a un réseau qui a été créé, il y a des ouvertures qui sont faites. Et Le en réseau, profiter, il a quoi. été créé avant, Avant. avec le club Moi, HEC je ou... suis arrivé, je connaissais personne, hein. Non, mais en fait, l'idée de la boîte, tu l'as eu à la fin du MBA. Je l'ai eu Ou pendant, pendant. en fait. Je préfère, j'avais monté le club, j'avais vu que j'avais envie de faire quelque chose, je voulais tester. J'ai fait un projet de recherche sur l'utilisation de la blockchain dans les opérations à Stratégienne, qui est une boîte de conseil à la défense, où je ne suis pas allé parce que j'avais pas envie d'y aller à chaque fois. Très loin, c'était loin aussi. Donc je travaillais en Quelle télétravail. année, tout ça, pour qu'on ait un contexte C'était crypto. pendant le MBA, je l'ai fait en parallèle. Non, mais quelle année 2020 bear market, bull market, ça change beaucoup les C'était choses. quoi. 2021 et je l'ai terminé durant Terra.
Ouh, bon timing. Donc c'était Prétera. Donc il y a tout On qui se s'est repère effondré. Tu as vu une crypto aller à zéro et tu t'es Précieux dit, d'Ether. je vais lancer ma boîte. Dodge. Ouais, c'est bien, L'avantage du Bear, par contre, c'est que ça a quand même bien nettoyé les. C'est pas en 2023, c'est Si. quand Bitcoin était. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, tu me dis. En 2 avant Terra. En deux avant 2 mois Terra. Prétera. Ouais, c'était Mais- quelque chose, hein, quand même. Hein. C'était. Bon, la chart, il rajoute des digits, le truc, il est sous 1. Ok, bon, ça peut encore baisser. Pff, c'est quelque chose. Hein. Là, il y avait ces mêmes comme ça où t'as un mec qui se réveille du coma, il demande le prix du Bitcoin, justement. Mais voilà pour. j'ai T'as perdu all-in la UST, question. t'es tombé dans le coma, tu t'es dit, bon, 20% par an pendant 20 ans. Tu te réveilles, bon, bah, 0. QST, ouais. UST, oh là là. Donc voilà, j'avais fait ça. Moi, je disais l'avantage du Bear, ça a quand même écrémé un peu beaucoup de projets et bah, c'est le moment de build de toute façon. Et je trouve que ouais, c'est plus facile d'entreprendre et de ne pas être gêné par le bruit. Enfin, c'est différent. Si tu veux raise des fonds, bien sûr qu'en bear market, t'es là et tu vas toquer aux portes des VC, ils te disent C'est non. dur. Parce que- Par contre, si tu veux vraiment build ton projet avec une chance de succès et d'utilité, bah, build-le pendant le bear market. Et Si t'as un bull, ne t'arrête pas de builder non plus. Hein. Enfin, oui, mais ça va build, mais, Ouais, mais ça ça- va build tellement de trucs pourris qui Ouais, vont voilà. être soutenus Ouais. par des tokenomics prédatories que ça en peut plus. En gros, il y a moins de chances qu'un projet complètement pourri, je trouve, éclose pendant le bear market parce que les gens te donneront même pas l'heure entre guillemets. Tu vois. Moi, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de portes fermées. Hein. Par le bear market Par le Bear complètement. Qu'on dise pas que c'est pas corrélé, de toute façon, les Ah non, mais c'est différents complètement- marchés, ils le sont complètement. Et en fait, ouais. ça descend jusqu'au business angel. Et à ce moment-là, les gens ont plus d'argent. Nous, on est sur une innovation d'usage. Donc, en fait, contrairement à une innovation technologique où on va apporter une infrastructure et autres, c'est le seul moyen de prouver que ça fonctionne, c'est d'avoir des KPIs. Donc, on nous dit, si vous n'avez pas 20K de MRR, on vous donne pas les fonds. Mais comme tout le monde. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme truc En qui est pas- 2021, t'avais juste un beau PowerPoint. Voilà, oui, non, mais oui, une d'accord. idée, c'est ça le problème. suffisait. Voilà, Après, c'est t'avais ça un le vrai début problème. de démo, ça allait. C'est- Mais à chaque fois, c'est pire. Donc, au début, tu te dis c'est bien, commence à faire. T'as ta démo, t'as tes MVP, t'as tes premiers clients, mais il faut toujours plus. À la fin, tu Ah ben, plus de en fonds. bear market, pour raise, il faut que tu sois leader de ton marché et que tu sois un monstre. Oui, mais En pour bull monter une market, entreprise, c'est compliqué d'être Oui, non. leader de- Mais alors, ça dépend. Moi, quand je disais build, ouais, c'est vrai que par build, j'entendais vraiment build. Build, c'est vraiment, tu es dans ton coin, tu réfléchis à ton idée, tu peaufines ton produit et tu as quelques réserves, entre guillemets, pour pas directement être dépendant de fonds raise externes. C'est vraiment pour build. Voilà, tu es dans ton coin, tu veux build ton produit, tu veux réfléchir à ton produit, bah, tu vas être moins parasité en bear market qu'en bull market. Normalement, ouais, mais t'as quand même les mêmes problèmes au final. S'il te faut des fonds, il te faut des fonds. Et après, le bull market arrive et tu as les fonds. Quand tu as ton produit qui est bien réfléchi, idéalement, bien sûr, évidemment. Mais c'est pareil encore. Si t'as pas de preuve de traction, même si ton produit a l'air bien sur le schéma, il faut quand même. Et si tu as 2-3 influenceurs, tu raises. Hein. En fait, ça dépend aussi beaucoup du pays. Beaucoup de choses. Si tu essaies de raise en France, aux Je me suis dit à un États-Unis, moment, c'est je pas les me mêmes barre, je mentalités. prends une valise, je pars de pays et Voilà. je vais dire. Quoi. C'est pas les mêmes mentalités. C'est complètement différent les mentalités. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est cocorico. On a bien dévié de la question initiale, mais Bah, c'est parfait. Tu veux revenir sur la question je sais initiale plus c'était quoi. Si je présentais le projet, autant le représenter. Et un petit pourquoi la blockchain peu. Ah oui, du coup. Bon, bah, on est pas mal parti dessus. Ouais, Sur et en fait, juste les origines, la sequel par rapport à Bounty. À la base, donc je m'étais dit, en fait, j'adore tout ça. Je me dis, est-ce que mes parents pourraient utiliser un wallet? Je me dis, admettons, on fait une application à la PayPal niveau X. PayPal, c'est quand même une bonne référence. C'est propre, c'est facile à utiliser, c'est simple, ça pollue pas en termes de boutons. Et que je dis à mon père, tiens, voilà une application. T'as de l'argent dessus, tu peux envoyer tes fonds, tu peux en recevoir. Le concept que PayPal, du coup. Et derrière, c'est sur la blockchain, du coup, c'est ton argent. Et en fait, si tu viens pas éduquer la personne, il va se dire, bah, du coup, c'est pareil que PayPal ou PayPal, la banque. Donc, tu as un effort derrière qui est un peu conséquent. Et au même moment, du coup, avant, Terra quand même, tu as eu quand même d'autres problèmes sur l'inflation qui arrivait. Je crois qu'en 2022, l'inflation dans l'alimentaire, c'était 13,5%. Pas mal. Tu as des valeurs assez énormes. Et les gens se tournaient vers la fidélité, vers justement les cartes, etc. Et c'était une hype. Si tu t'archivais sur Internet, tu avais justement plein d'articles qui en parlaient. Donc je me suis dit, là-dessus, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire? Et j'avais regardé, tu avais tout ce qui était les points de fidélité que tu refuses, que tu prends pas parce que tu reviens pas dans l'endroit, parce que tu Ah, changes bah, de ça, pays. c'est un sport national, ça, à la caisse de n'importe quel supermarché. Mhm. Tu imprimes le ticket, il est long comme le bras, tu le jettes juste après, et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais les valeurs qui sont derrière, c'est des centaines de milliards.
Et oui. C'est énorme. Et du coup, tu dis, si ça, tu pouvais permettre aux gens de se le rééchanger, etc., ça peut être intéressant. On avait fait, j'avais profité, j'avais fait un projet avec des personnes, c'était du conseil, on était parti jusqu'à Dubaï pour présenter avec un gros client. Et j'ai dit proposition d'Orient pour proposer un projet, un POC un peu, et du coup, pour voir l'appétence. Et du coup, c'était une sorte de wallet qui permettait justement de stocker toute sa partie loyalty et se les échanger entre personnes. Et ça avait bien plu au niveau des personnes. Alors, du coup, on a commencé à travailler dessus. Finalement, après, on s'est séparés et puis j'ai repensé différemment. Donc, ce projet, finalement, j'avais proposé à des marques, j'ai fait une interview et c'est là où je me suis rendu compte qu'il faut éduquer aussi les marques. Ouais. Parce que c'est compliqué, elles se disent, mais je vais perdre ma user base et autres. Alors que, en vrai, non. Pas du tout. Si tu fais ça, admettons, je te donne un voucher. Toi, tu vends ton voucher à quelqu'un, ça se trouve, cette personne-là, Elle va il venir. n'est pas client chez moi, je ne Voilà. connaissais pas, et du coup, demain, je peux le targeter. Et ta Breitling avec Ariani, par exemple, pour la première fois, une marque de montre comme ça, elle a un contact avec ses utilisateurs finaux. Et ça se trouve, elle connaîtra des personnes qui achetaient que d'occasion, qu'elle pourra retargeter après. Ouais. Donc, Le bon coin des... Ouais. Bah, du coup, voilà, c'était là l'idée où la blockchain était intéressante. Finalement, on a pivoté par rapport aux interviews qu'on a eues auprès des marques. Et voilà, donc après, la partie blockchain ici, ce qui nous intéresse, ça va être la partie data. Comment sécuriser ta donnée, etc. On a fait l'accélération avec Exec, par exemple, et on regardait comment mettre en place, par exemple, le Web3 Mail. Tu peux te connecter sur Bounty de deux manières. Quoi, pardon Web3 Mail, c'est un des produits qu'ils ont. Ah, Web3 Mail, ok, j'avais pas entendu. Donc, en gros, nous, tu te connectes avec soit un wallet, soit avec un email. Ok. Si tu veux te connecter avec ton wallet, mais que tu veux quand même avoir les news quand tu as des nouvelles activités ou autres par email, et, on veut pas récupérer ton mail alors que tu as donné ton wallet pour pas te lier. Ok. Donc, d'accord. avec des solutions comme Web3 Mail, ça te permet justement de. Nous, on n'est pas accès à ton mail, mais qu'on puisse quand même t'envoyer via l'intermédiaire. C'est des solutions comme ça qui sont intéressantes. Après, l'autre point, c'était tes data. Je te parlais tout à l'heure justement des cookies tiers, de pouvoir revendre et autres. Mais en fait, tu puisses avoir, si on peut décentraliser cette partie-là pour que toi, tu touches tes fonds sans qu'on ait pour autant à avoir à interagir dessus. Et c'est automatisé. Et puis après, il y a toutes les choses plus basiques, de proposer des récompenses en ERC, j'ai dit en ERC20, ERC 1155, etc. pour permettre à d'autres marques, notamment dans le Web3, d'activer leur communauté un peu plus. Et de dire, tu as plein de projets aussi Web2 qui se sont lancés, qui ont fait des drops NFT. Il n'y a rien aujourd'hui. Bah là, on pourrait dire simplement, si tu possèdes ce NFT-là, tu pourras accéder à cette communauté Bounty et avoir tous les avantages. Alors, sans trash talk, il y a quand même pas mal de cryptos qui. C'est pas grand chose. Totalement, oui. Je pense que le use case de ADA, par exemple, enfin voilà, pas mal de trucs. Donc, ouais, t'as raison, donner de l'utilité aux. Ça peut en apporter une, mais ça, c'est par rapport pour des marques. Elles n'ont pas fait une crypto pour faire une crypto, elles ont fait des communautés NFT pour tester, des fois. On dit, on va en vendre, on a fait un peu de chiffre d'affaires avec ça, on est content. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Keneni, aucune idée. Surtout les holders, qu'est-ce qu'ils en font? Bah, c'est ça, qu'est-ce Ils qu'on fait? regardent, ils voient la value. C'est ça, alors que là, tu portes une potentielle utilité, on dit, bah, on a une communauté, ils sont intéressés par notre marque, activons-les, pardon, faisons-les parler, connaissons-les d'abord, sachons qui ils sont, et peut-être qu'ils vont permettre de faire des choses. Et tu as des marques qui font ça très bien. J'avais regardé quoi? Bah, en France, on a Renault, on a PMU, il y a qui? Il y a NSI, il y a. On peut dire NSI comme ça, si je suis pas représentation. Tu as aussi Lacoste, Ouais. un truc comme ça. Tu veux dire les communautés NFT de grosses Ouais. boîtes, ouais. Donc, tout ça, c'est les communautés NFT, c'est trop là. Ouais, il y a Partout aussi, Baltique. clairement. Il y a Partouche, Partouche aussi. Baltique, Donc, Michelin, Michelin, ouais, dernièrement aussi. Porsche. C'est pas français. Nike. Porsche, ça appelle un petit peu. Ouais. Je sais pas comment ils sont niveau communauté, j'ai pas regardé. Mais voilà, ils activent quand même ces communautés. Et tu vois, Lacoste, par exemple, ils font même des produits spécifiques par rapport à eux. Ils avaient fait faire designer. Ils les font même bosser un peu. Mais au final, ils en font quelque chose, quoi. Ricard. Ouais, Ricard aussi. Ouais, NFT, pareil, on les a vus. Ouais, on a tous bien Ricard là-bas. Ouais, grave. Ou deux même. Peut-être. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.